à compétence égale, une personne qui utilise l'IA, elle sera, on l'a vu, 10, 15, 20, 40% plus productive. Sam Altman, donc le CEO et cofondateur de OpenAI, donc la société qui fait ChatGPT, lui, dans ses prédictions, il disait qu'il y aurait bientôt les premiers milliardaires, en fait, en mode solopreneur, en fait, tout seul. Pourquoi ? Parce qu'ils arriveraient à déléguer plein de choses à l'IA. Aujourd'hui, dans la savane, on a la chance de parler avec Mathieu Cortési. Alors Mathieu, c'est un formateur intelligence artificielle, ChatGPT en soi, et il a un parcours passionnant. Il a commencé sa carrière dans la communication, sur les réseaux sociaux. Il a ensuite créé un blog qu'il a revendu, et il a découvert l'IA en 2022, et il est complètement tombé dedans. Et en fait, il a décidé d'en faire sa vie, d'en faire sa passion, d'en faire son métier. Et ça fait maintenant quelques années qu'il travaille avec les plus grandes sociétés en Suisse. On peut parler de Migros, Logitech, etc. pour former en fait leurs employés à l'utilisation de ces outils. Et on a parlé plein de choses avec lui, bien évidemment l'utilisation de l'IA dans le travail de tous les jours, mais aussi un aspect plus philosophique sur les avancées de l'IA, ce que ça va donner, ce que ça implique aussi pour l'humanité en termes de perte de sens, en termes d'évolution humaine, etc. Donc une conversation vraiment passionnante autour de ce domaine-là avec quelqu'un qui a vraiment des compétences extrêmement spécifiques dans cette industrie. Donc une conversation passionnante avec Mathieu que je vous invite à regarder. Bienvenue dans la salle. Mathieu, bienvenue. Merci, merci. Merci d'être là, c'est très sympa de t'avoir. Écoute, on va se lancer directement dans le vif du sujet. C'est un thème sur lequel on va revenir souvent, mais est-ce que tu peux un peu m'expliquer à quel moment tu as eu cette réalisation que l'intelligence artificielle allait être vraiment un bouleversement et à quel point ça allait changer les choses ? En fait, moi, je viens du monde de la communication à la base, et puis communication réseaux sociaux, et puis comme beaucoup de monde, j'ai vu l'arrivée de ChatGPT, 30 novembre 2022, puis je me suis dit, tiens, je vais voir ce qu'il a dans le ventre, puis je vais poser la question, fais-moi une stratégie de communication réseaux sociaux. J'ai fait ça, puis j'étais vraiment comme de Matrix. Je me suis dit, mais mince, je vais perdre mon job en fait, parce qu'il le fait très bien. Et à ce côté, il parlait, il écrivait devant moi. Et je me suis dit, il faut que je change de profession. Donc je suis devenu formateur, ChatGPT et IA. Mais il y avait ce côté-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment eu cet effet waouh à l'époque. Et je suis revenu sur cette question que j'avais posée à ChatGPT à l'époque. En fait, n'était pas si bien, cette stratégie. Et je trouve que c'est aussi, des fois, cet effet un peu waouh qu'on peut avoir avec l'IA. De dire, mais ça va tout changer. Puis quand on creuse un peu, ça ne change pas tant que ça. Mais en réalité, ça change un peu. Puis moi, en tout cas, c'est vraiment ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose. Et j'ai voulu un peu creuser, explorer tout ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on compare aujourd'hui à ne serait-ce qu'il y a un an, la qualité des réponses, elle est déjà tellement différente. Ça a déjà tellement évolué en termes de la qualité. Est-ce que tu as gardé la réponse exacte du coup de la fois où tu l'avais faite la première fois? Fait un screenshot. Je voudrais que je l'encadre là, que je me dis voilà d'où on vient. Ce serait super cool, avec ça. Mais c'est drôle parce que juste avant qu'on enregistre l'émission, là, je testais, c'est une question qui m'est beaucoup posée, par exemple, c'est la planification. Ça peut être un planning éditorial, planning d'équipe. Ça, c'est aussi, on le verra aussi dans les discussions, mais pour les questions qui reviennent beaucoup des entreprises. Et typiquement, cette question-là, jusqu'à encore très récemment, l'IA était très mauvaise pour ça. Elle a de la peine. Alors, elle nous disait que c'était juste, puis on vérifiait si c'était faux. Et puis en fait, là, j'ai testé la toute dernière version de ChatGPT, la GPT-o1, qui est dans la version payante actuellement. Et en fait, pour ça, ce côté planning, elle répond très bien maintenant. Donc en fait, des fois, on a des choses, l'IA n'est pas capable de le faire. Et puis on revient exactement le même prompt, exactement la même demande, et là, elle est capable. Et ça, c'est aussi intéressant de voir finalement, les besoins qu'on a sont les mêmes, mais des fois, la capacité de répondre de l'IA, elle évolue. Puis comme tu dis, en 2 ans, 1 an, ça va extrêmement vite. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, je tiens à le préciser, c'est qu'elle reste très mauvaise dans plein d'aspects. Et aussi cette notion de se dire, est-ce que ça va remplacer des jobs, on pourra en discuter. Ouais. Je pense qu'on en est extrêmement loin. Elle est très bonne pour des tâches. Et des fois, une collection de plusieurs tâches, ça peut faire un job. Mais c'est vraiment pour une tâche, elle peut être bonne. Typiquement, je disais planification, ça ne va pas remplacer un chef de projet ou un gestionnaire. Par contre, si une fois il doit déléguer cette tâche-là, là, il pourra le faire. Mais parce que tu dis quand même que ça a changé ta vie de par ce que tu viens de raconter. On sait que ça en change beaucoup d'autres. Tu parles aussi des métiers. Comment du coup tu penses que ça va changer les vies ? Peut-être si on commence par parler de ça. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien dire que ça a changé ma vie parce que clairement, en fait, depuis l'arrivée de ChatGPT, ça a changé ma vie d'un point de vue professionnel. Puis c'est vraiment devenu mon métier. Donc, je suis vraiment maintenant formateur à 100%. On a lancé une agence de formation IA avec mon cofondateur et on est plein maintenant jusqu'à printemps prochain. Enfin, vraiment, il y a une énorme demande par rapport à ça. Donc, à titre personnel, ça a changé ma vie. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que je n'aurais pas pu lancer mon agence. Puis ça serait intéressant de voir aussi à votre niveau. Mais je n'aurais pas pu lancer mon agence formation IA sans ChatGPT à côté, parce que ça m'aide pour énormément de choses. Là, on a lancé notre site web il n'y a pas longtemps. Il nous a dit, alors il n'a pas tout écrit,
mais il nous a aidé à faire une charte éditoriale, par exemple. Il nous a aidé, typiquement, j'ai beaucoup de demandes d'interviews. Du coup, ça m'aide. Des fois, je m'auto-interview avec l'IA et ça me permet d'avoir des contenus assez rapidement. On a dû mettre en place des statuts. Enfin, toutes ces petites choses-là, ça a pu aider. Donc, on peut aller beaucoup plus vite avec ça. Ouais. Et puis aussi, pour le côté des métiers, pour tout un chacun, là, maintenant, j'ai formé plus de 95 entreprises. Il n'y a pas un seul métier. On n'a pas trouvé une application concrète de l'IA. Un exemple que j'adore citer, c'était une PME active dans le béton. Il y avait le chef des grutiers qui était là, et lui me disait clairement aucun intérêt pour moi. Donc il est dans sa grue, aucun intérêt pour l'IA. Et puis on a regardé ensemble, on a un peu gratté, et un cas très concret qu'on a trouvé, c'est par exemple la feuille de temps. Donc sur les chantiers, il doit noter ses horaires sur papier, et il devait après recopier dans le logiciel interne ERP. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé ensemble, on a pris en photo la feuille de temps, ça fait retranscription, copier-coller directement dedans. Donc ça, temps incroyable de gagner. Deuxième cas de figure pour lui, c'est par exemple, une fois qu'il a mis en place sa grue, il doit faire toute une documentation pour le chantier, pour les collègues et puis aussi pour les autres corps de métier. Ça lui prenait du temps. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis les indications techniques et fais-moi une documentation qui respecte un certain canevas qu'il avait déjà. Un truc qui lui prenait, je pense, 1 heure, ça lui prend 15 minutes. Et c'est même mieux que s'il l'ait fait lui-même. Après, il peut vérifier, c'est lui l'expert, moi je n'arrive pas à le faire pour lui, mais là, il y a un gain de temps. Et ça, des métiers, dans tous les métiers, on peut trouver en fait des petites tâches qui nous prennent du temps, qui sont pour moi ce que j'appelle la charge mentale. Ça, c'est une notion qui est fondamentale, c'est que dans tous les métiers, il y a une forme de charge mentale liée au travail. Pour certains, ça va être envoyer un email, pour d'autres, ça va être faire sa feuille de temps. Et en fait, pour chacun, on doit chercher où est-ce que finalement je perds du temps, où est-ce que je ne suis pas efficace. Et là, l'IA, je ne dis pas qu'elle va aider à chaque fois, mais elle peut nous aider avec ça. Et moi, je l'applique vraiment au quotidien avec moi, puis ça m'aide énormément. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu... ça arrive lentement, oui. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme Google au tout début, où quand les gens te posaient une question, tu disais, je sais pas, Google, va sur Google et on va te donner la réponse. Exactement. Et là, je vois plein de trucs où les gens, ils sont là, ouais, mais il faudrait que je fasse ça, puis je dis, sur ChatGPT. Il y a encore plein de trucs où... Clairement. Moi, maintenant, on en discutait l'autre jour où j'ai l'impression que je suis passé de l'autre côté, où des fois, ça devient un peu flippant parce que je me dis, en fait, c'est pas que je fais plus rien moi-même, mais en fait, je passe presque tout par parce que je lui pose des questions par rapport à ce que j'ai fait, je lui demande de réfléchir avec moi. Et en fait, je passe par l'outil pour presque tout. C'est presque l'inverse. Donc, je ne sais pas si c'est bien non plus, mais tu te dis passer de l'autre côté. Mais il y a encore les gens qui n'ont pas encore ce réflexe du tout. Et je pense qu'il y en a énormément. Toi, tu dois le voir beaucoup. Oui, puis en fait, tout l'enjeu de ça, pour moi, c'est faire passer les gens de l'autre côté, mais de manière... joyeux, c'est pas le terme, mais c'est un peu ce côté de dire, ça va pas vous remplacer. Et finalement, ça peut vous aider. Et moi, j'ai plein de gens. Il y a mon grutier, mais il y en a plein d'autres même dans le domaine du secrétariat. On peut dire, c'est un des métiers qui pourrait se faire attaquer. Mais moi, je vois typiquement, nous, on a une secrétaire indépendante, puis elle nous aide pour plein de choses. Alors, on délègue plein de trucs à ChatGPT, mais pour plein d'autres choses, elle nous aide et on peut pas faire sans elle. Et ce côté aussi d'avoir ce réflexe, en fait, se dire, ça, là, ça peut m'aider. Ou bien là, non, ça va pas m'aider. Typiquement, si on lui demande une revue de presse, il va être nul si on demande une bibliographie, donc ne le faites pas, parce qu'il va vous inventer des sources et qui paraissent vraies mais qui sont fausses. Donc il y a aussi, pour moi, passer de l'autre côté, c'est cette idée de pratiquer un peu comme un sport en fait, de dire au fur et à mesure, on fait notre premier footing, on teste sur des petites choses. Un exemple que j'aime bien donner, c'est bien pour tester pour des voyages. Je ne sais pas si vous l'avez essayé vous-même, mais ça j'aime bien le demander en formation, parce qu'en tout cas jusqu'à maintenant, toutes les personnes à qui j'ai demandé, et peut-être, j'imagine toi tu n'es pas fini en plein milieu du désert sans eau, bien vers une falaise, non, et ça c'est un bon cas pour tester en fait, parce que du coup déjà ça donne envie de voyager, c'est cool, et en plus tu vois où il peut y avoir des limites, parce que si maintenant tu lui demandes de réserver un hôtel pour toi, il va pas pouvoir le faire. Ou bien le prix moyen, alors il peut, mais il peut peut-être tenter quelque chose. Par contre, te faire un planning de tes vacances ou de ta journée, les distances, un truc pas loin du resto et tout. Moi, je l'ai fait récemment justement, donc c'est drôle. Mais ouais. Et ça, c'est un bon cas d'usage en fait. Et puis ça permet en fait, pour éviter de se dire oh non, mais qu'est-ce que c'est ce machin qui va me remplacer, de voir là concrètement c'est utile. Là, du remplacement, on voit quand même la vitesse à laquelle ça va. Ouais. Dans le sens où on mentionnait rien que sur un an ou depuis que ça existe, ça a énormément évolué. Et à l'avenir, si on regarde dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, jusqu'à où ces LLM peuvent-ils aller ? C'est ça la question que tout le monde se pose, la question 1 million, on n'a pas forcément la réponse, mais selon toi, est-ce que justement dans un an, en fait, ce que tu dis, l'hôtel qu'aujourd'hui il n'arrive pas à booker pour toi, est-ce qu'il arrivera à le faire ? Parce qu'on voit déjà des applications qui sont connectées à l'outil, où il peut aller faire ce genre d'action pour toi. Est-ce qu'il y a une limite physique quelque part qui fait qu'il ne pourra pas tout faire, ou est-ce que finalement il n'y en a pas et un jour il fera quasiment tout ? Ouais, c'est la question, $1 million voire plus. Ouais, c'est clair. Ce qui est intéressant, c'est que en fait,
Personne n'a la réponse exacte. Enfin, personne ne l'a. Hein. Même Sam Altman, même Elon Musk, ils n'ont pas exactement la réponse. Après, ils vont vous dire des choses. Parce que c'est un truc, c'est très politique, c'est très médiatique. Évidemment, ils ont intérêt à dire que, mais il y a une part, on ne sait pas à 100%. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a, pour moi, 2023 et début 2024, mais surtout 2023, c'était la folie furieuse. Enfin, chaque mois, voire chaque semaine, on avait une nouveauté. On est passé, comme tu disais, des réponses, si on regarde maintenant, les réponses qu'ils nous donnaient à l'époque, qui nous paraissaient incroyables, elles ne sont pas très bonnes. Donc là, il y a vraiment une immense avancée. Il y a la possibilité de générer des images, maintenant des vidéos aussi, de faire des avatars, la voix. Enfin, en un an, c'était exponentiel. Puis on voit que 2024, ça commence à stagner par certains aspects, parce que comme tu dis, même le côté entraînement des modèles, on voit qu'on touche à certaines limites. On va dire simplement, ils ont un peu tout gobé, donc ils ne peuvent pas gober d'autres données pour s'entraîner, alors qu'il y a quand même certaines améliorations. Par contre, une des tendances qu'on voit arriver maintenant, et c'est vrai que l'exemple du fait qu'il ne peut pas pour le moment aller réserver ton hôtel, ça c'est ce qu'on appelle les agents IA. En fait, là pour le moment on a des chatbots, donc on est vraiment dans une interface. Maintenant, l'IA elle pourrait sortir de cette interface. Et puis on pourrait dire, voilà, maintenant tu vas sur Booking ou peu importe, tu vas sur tel site, tu vas réserver pour moi. Il aurait la capacité de le faire. Et maintenant, il y a comme tu cites, il y a des agents qui sont en train de sortir. Alors pour le moment, ils sont très embryonnaires. Il y a ce côté effet d'annonce de dire « Ah, ça fait, mais en fait, ça ne fait pas très bien. » Mais ça, une fois que ChatGPT aura la capacité d'aller interagir sur Internet, là, ça va ouvrir beaucoup de questions. Alors ça permet de faire beaucoup de choses. Par exemple, on pourrait demander, voilà, maintenant, tu vas m'ouvrir ce fichier Excel, tu vas copier, tu vas coller dedans, comme avec un assistant, comme avec un stagiaire, en fait, ce côté assistant. Et là, ça ouvre la boîte de Pandore, parce que s'il peut faire ça, peut-être qu'il peut aller sur certains forums, essayer d'influencer les gens. Enfin, il y a beaucoup de garde-fous à mettre en place. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. C'est pas exactement là. Donc, moi, le but, c'est pas non plus de faire peur, mais c'est en train d'arriver. Il faut que ça soit bien, on va dire, limité par certains aspects. Mais là, par contre, le côté assistant, il sera encore plus fort. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, d'ici fin d'année ou début 2025, on commencera à avoir les premiers agents IA et voir ce que ça donne avec ça. Mais tu as touché le point de la politique qui est vachement important et je pense de plus en plus présent aussi, qui est en fait jusqu'à où est-ce qu'on peut aller. Enfin, on veut pas que ça aille trop loin non plus, et si ça va trop loin, c'est difficile de revenir en arrière. Donc il y a peut-être aussi des barrières qui commencent à se mettre un peu en place au niveau européen, mondial, américain, sur ok, il faut peut-être contrôler un petit peu plus l'avancée de ça, parce qu'on se rend compte du potentiel et de la puissance que ça peut avoir, et qui a un côté vachement dangereux en fait. Disons, effectivement, il y a ce côté, l'Union européenne a légiféré dessus. Ils ont mis leur AI Act au niveau européen. La Suisse, comme souvent, je pense qu'ils vont suivre un petit peu après. Enfin, de manière indirecte, c'est aussi on va dire influencé par ça, même si ça n'allait pas directement. Donc, il y a tout un cadre législatif qui est en train de se mettre en place. Ils ont mis, typiquement, de dire certaines IA, elles sont interdites. Par exemple, la reconnaissance faciale ou autre, et puis pour prendre des décisions, on n'a pas le droit. Donc ça, il y a quand même cet aspect-là, donc tant mieux. Par contre, c'est intéressant parce que le gouvernement, l'État de Californie, eux, ils sont beaucoup plus permissifs aussi. Donc il y a aussi ce côté-là. Après, moi aussi, le message que j'aimerais faire passer, c'est que il y a certains risques, il faut légiférer. Il y a le côté politique, il faut faire attention à ça. Mais après, pour moi, je pense qu'avec l'IA, il y a 2 erreurs. La première, c'est de faire l'autruche. Parce que dire, oh non, c'est pas pour moi. Comme tu disais, passer de l'autre côté, de se dire non, je veux surtout pas y toucher. Parce que de toute manière, c'est déjà là, ça vient d'un certain point. Et puis la deuxième erreur à faire, c'est partir dans tous les sens, faire, je dis, le poulet sans tête, dire j'ai besoin de ça, ça, ça. Non, en fait, il faut garder le bon sens, il faut garder l'humain au centre. Et puis avec l'humain au centre, on peut faire des choses intéressantes. Puis je pense que tu l'expérimentes, puis vous l'expérimentez les deux, on peut faire plus de choses. Et dans le concret, on peut faire plus de choses. Il y a aussi tout l'aspect aussi un peu science-fiction. Typiquement, on a été abreuvé, moi je le disais, j'ai l'impression d'être dans Matrix dans certains cas. On est abreuvé par cette un peu imagerie autour d'intelligence artificielle. Pour le moment, on est très très loin de ça. Enfin, elle n'est pas intelligente. Même si elle peut faire un côté, on a parlé d'agent, elle n'est pas intelligente pour le moment. Alors, le jour où ça arrive, attention, mais là, et même plusieurs experts disent qu'on est encore loin de ça, même si certains autres disent qu'on va s'en rapprocher, mais souvent ceux qui disent qu'on s'en rapproche, c'est les mêmes qui, il y a 2 ans, à l'arrivée de ChatGPT, nous disaient « Ah oui, dans 2 ans, c'est bon, tous les emplois vont être remplacés ». On est bientôt 2 ans plus tard, je ne sais pas quand on va sortir le même podcast, mais à l'heure où on tourne, on est à 2 ans, c'est loin d'être le cas. Puis tu le citais aussi, il y a eu l'arrivée de Google, c'était censé être la fin de plein de choses, l'arrivée de Wikipédia, l'arrivée d'Excel, c'était censé être la fin des comptables, parce que tout le monde pourrait faire sa comptabilité. Nous, non, je ne sais pas pour vous, mais on a une expérience comptable. Il n'y en a jamais autant qu'avant aussi. Et je pense qu'il y a un peu des fois ce côté, on aime bien jouer à se faire peur aussi. Ouais. On aime bien se dire, cette fois-ci c'est la fin.
Mais en fait, l'IA, ça fait 50 ans qu'on en parle et que ça existe. Et quand Garry Kasparov s'est fait battre, champion du monde d'échecs à l'époque, s'est fait battre par une IA, on était censé, c'était voilà, années 90 ou 90, on était censé tout se faire remplacer. Et je pense qu'on en est loin. Et je pense aussi qu'on doit plutôt être en mode, et pour moi c'est aussi un des points, c'est en mode co-création avec l'IA. En fait, c'est comme un exosquelette. C'est quelque chose qui peut nous aider au quotidien. C'est comme l'arrivée d'un tracteur. Des métaphores, j'en ai, on peut faire tout le podcast là-dessus. C'est comme le tracteur, finalement. Voilà, avant, on était dans les champs et puis voilà, il fallait plein de gens. Alors après, maintenant, avec le tracteur, il peut y avoir moins de personnes qui peuvent faire plus. Mais il y a toujours des paysans et même si on met un tracteur au milieu d'un champ, il n'arrivera rien à faire. Tu as dit cette phrase, et la métaphore elle est assez juste là, je pense, mais tu as dit cette phrase avant, on peut faire plus. Ouais. Et il y a un peu cette. Je crois qu'il y a la statistique qui dit qu'en utilisant ChatGPT, on va pas dire l'IA c'est peut-être un peu trop générique, mais ChatGPT, on est 40% plus productif. Il y a aussi cette question pour moi qui est est-ce que c'est positif ou négatif? Est-ce qu'on a toujours besoin d'être plus productif? Tu vois, c'est aussi ça. Moi, je fais beaucoup plus qu'avant, je suis beaucoup plus productif, mais en même temps, je me dis, ok, mais. Et alors, So quoi, what, tu vois, d'une certaine manière, je suis là. Ok, au contraire, tu vois, j'ai pas plus de temps avec mes enfants, je peux juste produire plus de boulot. Ouais. Mais tu vois ce que et en À fait, j'ai l'impression 100%. qu'il y a aussi ce point-là où il faut entre guillemets faire attention, tu vois, Oui. mais il faut aussi le mettre dans la balance. Je pense que c'est une excellente question. Et puis ce chiffre est intéressant parce que voilà, plusieurs études ont montré qu'on pouvait aller jusqu'à 40%. Après, évidemment, ça dépend des métiers. Moi, je pense, on l'expérimente avec les entreprises qu'on a formées. Nous, on peut aller au moins 10%, je pense, assez facilement. Par exemple, ne serait-ce que, par exemple, résumer des documents, résumer des emails, là, on arrive à nos 10%. Rien que ça. Et moi, je pense qu'on peut monter jusqu'à 20. Après, peut-être 40, mais moi, je pense que 20, c'est potentiellement atteignable. 10, assez facilement. Et la question, c'est drôle parce que souvent, en formation, on parle de ces chiffres-là. Et la première question, c'est, les gens disent, ah, cool, puis, ah, mais en fait, pourquoi? Et ça va dépendre beaucoup de la culture d'entreprise. Et ça, c'est intéressant dans le sens où si on a une entreprise qui dit, bah voilà, nous, le but, c'est vous donner les moyens de pouvoir améliorer, finalement, on parlait de charge mentale, dire, voilà, nous, on va essayer de réduire votre charge mentale. Donc, vous aurez les mêmes choses, mais du coup, vous pourrez faire plus, mais on ne va pas vous en demander plus. Bah là, du coup, ils se disent, ah, chouette, maintenant, j'aurai peut-être plus de temps pour mes enfants ou autres. On a un cas très concret, c'était une personne dont le choix, donc c'était son choix à elle, je ne dis pas que ça s'applique à tout le monde. Elle était à 100%, elle était dans la communication d'une grande entreprise. Elle voulait baisser à 80%. Et en fait, elle ne pouvait pas parce que voilà, il ne pouvait pas engager une personne à 20%. Enfin, c'était complexe. Puis du coup, avec l'arrivée de l'IA, en fait, elle s'est dit, bah voilà, maintenant, elle a discuté avec son manager. Il a été d'accord. Elle s'est dit, bah voilà, maintenant, je peux réduire mon temps à 80%. Et du coup, c'était son choix. Et du coup, ils ont accepté. Puis pour elle, ça a été un gain de qualité de vie. Elle passait plus de temps avec ses enfants. C'était son but aussi. Et ça l'arrivée de l'IA lui a permis ça. Alors de nouveau après on se dit mais super, est-ce que elle c'est ce qu'elle voulait, voilà. Remplace, quoi, Exactement. Ouais. Mais du coup elle c'était positif pour elle. Après ça peut être aussi de se dire, moi ce que je vois aussi c'est que dans beaucoup de métiers il y a cette idée il y a des tâches qui sont embêtantes. On voit avec le monteur aussi, puis je remercie aussi comme je disais le setup incroyable ici. Typiquement par exemple qu'on doit dérusher notre interview, alors je sais que ça sera pas forcément le cas, mais des fois dérusher ça prend des plombes et tout ça. Ça l'IA elle peut aider pour ça par exemple. Et par exemple, pour moi, je pense que c'est pas dans le métier de vidéaste ou de monteur, c'est pas le plus intéressant de devoir dérusher. Ça peut aider. Typiquement aussi, des fois, la prise de PV ou autre, ça peut être intéressant, mais si l'IA peut nous déléguer ça, c'est plus intéressant. Et du coup, on peut plus se concentrer sur des tâches où on est à valeur ajoutée. Donc ça, on doit se poser des questions. Moi, je sais que c'est ce que je préfère. Moi, de pouvoir en fait déléguer toutes ces tâches qui m'embêtent, qui sont dans ma charge mentale, tant mieux. Mais après, comme tu dis très bien, il faut se dire, voilà, pourquoi et autres. Et je pense aussi, c'est d'un point de vue même RH, et même d'un point de vue entreprise, c'est de se dire, finalement, pour les métiers, oui, ils sont tous impactés, on l'a vu avec mon chef des grutiers, mais finalement, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait après? Comment on accompagne ça? Et je pense qu'à titre personnel ou même à titre d'entreprise, il faut se poser ces questions-là. Moi, je ne fais pas une formation avant d'avoir posé cette question-là à la direction, dire, voilà, mais finalement, vous voulez faire quoi de ce temps? Et s'ils me disent, alors pour l'instant, aucun m'a dit, mais on veut virer des gens. Ok, mais je pense que vous allez avoir des problèmes avec ça parce que ça ne va pas marcher. Mais c'est une vraie question à se poser, puis c'est une question très, très humaine au final. On avait la discussion avec Christophe Barman de Loico, justement, où il disait, eux, ils sont rentrés dans cette phase de former les employés sur l'intelligence artificielle, etc. Et de pouvoir... Et en fait, il réfléchit aussi à dire, on veut remplacer, je ne sais plus le chiffre qu'il donnait, je vais dire une bêtise, mais genre, on veut que 80% des choses soient faites par l'IA. Mais sans virer personne. Ouais. C'est-à-dire maintenant, on a aussi la réflexion, qu'est-ce qu'on doit
pas leur donner à faire, mais en fait, quelle est la valeur ajoutée de la personne? Est-ce que c'est d'aller voir le client parce que c'est la relation humaine? Est-ce que c'est autre chose, tu vois? Est-ce que c'est d'aller surfer et puis de profiter et puis que c'est aussi très bien? Mhm. C'est de se poser ces questions-là, quoi. Et je pense que c'est très juste. Et même d'un point de vue, après là on va un peu loin, mais Loico, c'est vrai que c'est un bon exemple, mais aussi de garder ce côté marque employeur aussi, ce côté de garder les talents. En fait, ce qui va se passer, ça c'est une des choses aussi, mes prédictions pour la suite, c'est vu que ben, voilà, tous les métiers sont impactés, il y a des gens qui iront plus vite. Ben, peut-être que si on les accompagne pas, on les nourrit pas, ils vont peut-être s'ennuyer. C'était déjà le cas avant, mais que l'IA, ça ira encore plus vite. Donc aussi, pas forcément de pas les stimuler, de pas le dire, voilà, mais on voit ça pour vous, bien, qu'est-ce que vous pouvez amener maintenant que vous arrivez à enfin déléguer ces choses-là, ou bien les choses que vous ne pouviez pas faire avant, maintenant vous pouvez les faire, ben, d'accompagner ça. Ben, je pense que d'un point de vue moyen terme, voire long terme pour les entreprises, ben, ces talents, ils vont peut-être aller ailleurs et ça ira encore plus vite. Donc ça, c'est un des enjeux que je vois pour l'avenir, mais toutes les directions, toutes les entreprises doivent se poser ces questions-là. Et par curiosité, quand tu poses cette question, est-ce que tu as quelques exemples de réponses que tu as? Je trouve ça intéressant de voir un peu à quoi est-ce qu'ils ont pensé, comment est-ce qu'on pourrait réallouer ces ressources. C'est quoi un peu des réponses que tu reçois? Ben, en fait, moi, il y a une institution, une grande institution, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai dit, voilà, nous, en fait, ça fait partie de nos valeurs. Nous, en fait, on veut... en fait, c'est notre mission déjà de former nos employés. Parce que c'est vrai que même en Suisse, le côté, ben, la formation continue, c'est les entreprises qui font. Enfin, c'est pas comme en France où voilà, on peut avoir d'autres choses avec ça. En Suisse, c'est beaucoup les entreprises. Puis ils disent, voilà, nous, c'est vraiment notre enjeu à nous, notre mission. On doit former nos employés, les aider, même pour après, s'ils partent de chez nous, mais qu'ils aient les clés pour. Et ça, je trouvais intéressant de dire, voilà, nous, notre mission, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est dans cette boîte-là, ben, tous les employés, ils n'ont pas peur de l'IA en fait. Parce que justement, le message qui était donné, c'est voilà, nous on va vous aider. Ben, Loico, je pense, c'est un peu dans le même esprit. Ça permet de rassurer par rapport à ça. D'autres se disent aussi, en fait, on va essayer de voir comment alors, optimiser nos processus, mais justement, comment on peut dégager du temps pour nos employés. Et typiquement, ben, on accompagne aussi Coca. Eux, ce qui est intéressant, c'est que alors, ils étaient assez vite aussi dans ce côté, voilà, on va former les employés et autres. Eux, c'était vraiment, ben, en fait, venez à nous avec des cas d'usage. On ne va pas vous imposer des cas, venez à nous. Et puis, on a mis en place en fait les conditions pour qu'ils puissent montrer ça. Et typiquement, pour les rédacteurs et rédactrices, web, ben, ils ont beaucoup d'offres ben, voilà, tous les jours à mettre en place. Puis eux, ils avaient un pain point qui était de, oui, mais dans certaines offres, on doit aller chercher des infos un peu partout, notamment pour l'hôtellerie ou autre. On doit chercher. Et du coup, on peut moins rédiger des choses qui nous font vibrer, typiquement des articles de blog à côté, ou bien essayer de trouver un peu une meilleure tonalité. Ben ça, on a pu... Enfin, regardez pour déléguer une partie à l'IA, qui doit toujours être vérifiée, mais après, ils ont plus de temps pour, ben, enfin, faire leur métier qui est de rédiger des choses. Donc ça aussi, d'avoir cette approche-là, de se dire, ben, comment on peut réinventer votre métier, ou comment on peut, maintenant qu'on enlève ces choses un peu moins bonnes, ben, comment on peut le faire. Et ça, il faut le penser dès le départ. En fait, ça, justement, Coca, ou bien l'autre entreprise, l'autre institution, ils ont pensé dès le départ, et du coup, ça permet d'insuffler avec ça. Ouais. C'est hyper intéressant. On parlait de la perte d'emploi avant, etc. Je ne sais pas si tu as vu, il y a une réflexion en soi de Bill Gates qui dit que selon lui, il y a trois types de jobs qui vont survivre à l'IA, qui sont les programmateurs spécialisés dans l'IA, hein, c'en est un, les ingénieurs dans l'industrie de l'énergie et les métiers de la santé. Pour lui, c'est les trois gros piliers qui vont survivre. Donc c'est vraiment le terme survivre, ça voudrait dire que les autres... disparaissent d'une certaine manière. Sont en tout cas repris par l'IA. Sont repris par l'IA ou etc. Comment toi, tu le vois différemment? Bah, après, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on personne, même Bill Gates, n'a pas la réponse. Non, à ça. C'est son hypothèse. Voilà. Soi, après, moi, disons, alors, de nouveau, c'est mon hypothèse à moi. Alors, le côté, je trouve intéressant ce côté de la santé aussi. Parce que le côté, ça va dépendre des métiers. Certains métiers liés à la santé, l'aide à la personne, ça l'IA ne peut pas remplacer, en fait. Et je trouve intéressant, bon là, c'est une réflexion, mais en fait, il y a aussi un index des métiers les plus menacés, même il faut prendre beaucoup de pincettes avec ça. Mais entre les médecins et les infirmières, en fait, potentiellement, le métier le plus menacé, c'est médecin. Parce que finalement, faire un diagnostic, alors je ne dis pas que ça va remplacer, mais finalement, c'est quoi? C'est une base de connaissances, aller chercher, faire des hypothèses dessus. Ouais, par contre, l'aide à la personne, on a vu les robots IA, ils auront plus de peine à le faire. Donc finalement, on revient un peu aux fondamentaux. On l'a vu aussi avec le Covid. Voilà, finalement, quels sont les métiers les plus importants et autres. Il y a ce côté-là. Et je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il s'est dit, voilà, même si l'IA ne pourra pas tout remplacer, puis s'il y a un endroit qui ne pourra pas remplacer, c'est les soins avec ça. Donc là, il y a ce côté intéressant avec ça. Je pense que ça fait un peu Nostradamus de dire ça. Je pense en revanche, vraiment, c'est que, en tout cas, à moyen terme, tous les métiers sont impactés. Et ça, je pense vraiment, tous les métiers devront être inventés d'une manière ou d'une autre.
vraiment à tout niveau, il faut au moins se poser la question avec ça. Et surtout, il faudrait en fait maintenant vraiment voir l'état de la technologie. Et même, comme on l'a dit, quelque chose qui il y a un an n'était pas possible, peut-être que c'est possible maintenant. Et donc, il faut avoir cette agilité de se dire finalement, bah, mon métier qui est maintenant ça, peut-être que ça, je pourrais le déléguer, peut-être pas tout de suite, ou bien d'une manière qui est un peu plus complexe, mais qui sera de plus en plus facile. Puis après, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Aussi, dans le côté, Sam Altman, donc le CEO et cofondateur de OpenAI, donc la société qui fait ChatGPT, lui, dans ses prédictions, il disait qu'il y aurait bientôt les premiers milliardaires en fait, en mode solopreneur, en fait, tout seul. Pourquoi ? Parce qu'ils arriveraient à déléguer plein de choses à l'IA. Et alors voilà, c'est une autre vision de ça. Et je comprends en fait l'idée, c'est de se dire, bah, finalement, en fait, quand j'ai une vision, bah voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On doit trouver typiquement, je sais pas, un développeur si on n'arrive pas à développer, enfin voilà, faire de la com et tout. Puis lui il se dit, ben ça, si j'ai une vraie vision, je sais où je veux aller, bah, peut-être que j'arriverai à déléguer à l'IA beaucoup de choses et je pourrai aller là. Et ce que j'aime bien, c'est ce côté vision en fait. Donc en fait, on pourra peut-être aller plus loin dans notre vision. Et ça, je pense que c'est des tendances après à voir à quel point on est optimiste ou pas. Mais c'est de se dire, ah ben tiens, maintenant je peux déléguer certaines choses, mais je sais où je veux aller. Et un truc très concret, je parlais de ce côté co-création, si on sait où on veut aller, et je reviendrai sur le chiffre des 40%, en fait ce qu'ils disent, c'est qu'on peut atteindre jusqu'à 40% de productivité supplémentaire si on est déjà bon dans le domaine. Si on n'est pas bon, en fait, on a une productivité en baisse. Pourquoi ? Parce qu'on va prendre frontalement, je parlais de la stratégie réseaux sociaux, vu que c'était mon métier, j'arrivais à voir ce qui était bon de ce qui n'était pas bon. Par contre, quelqu'un qui ne sait pas, il dit « Ah super, je prends tel quel ». Et ça, je vois vraiment dans tous les métiers. En fait, c'est vraiment si on est expert, si on est bon dans le domaine, on arrivera à trier ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Et là, on pourra aller plus vite. Tu ne remplaceras pas l'expérience, quoi. Non, et ça, par contre, ça, j'en suis intimement convaincu. Même si on joue à se faire peur de dire « Ah oui, non, on pourra faire développer et autres », je pense sincèrement que l'expérience, expertise humaine, à haut niveau, irremplaçable. C'est trop complexe pour l'IA et ça même... voilà, ça c'est voilà. On verra peut-être dans 2 ans je vous serai trompé. C'est intéressant parce qu'il y a tellement de possibilités oui, différentes. Oui, mais en fait c'est vraiment ce côté, le spectre est large et puis il y a plein de scénarios et personne ne peut dire lequel sera le bon. Peut-être je me trompe, mais moi je pense vraiment celui-ci et pourtant voilà, moi j'ai cru il y a 2 ans que ça allait tout changer et par certains aspects ça a tout changé. Donc je fais partie de ces optimistes aussi de la technologie, mais il faut garder l'esprit critique. On parle souvent en Suisse d'avoir un peu de retard, tu vois, sur les nouvelles technologies. On est plutôt, on vient plutôt en deuxième, tu vois. On se dit bon, bah, on attend que les autres le fassent, voilà. Qu'on vient vérifier, etc. C'est un peu aussi la manière dont on fonctionne. Hein. Est-ce que tu trouves, toi, pour être vraiment dedans tous les jours, qu'aujourd'hui, de nouveau, alors on va dire IA, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi, hein, donc, mais le chat GPT, on va faire dans cette idée-là. Est-ce qu'on est un peu en retard ? Est-ce qu'on est bien ? Est-ce que, tu vois, on se situe aujourd'hui en Suisse à ce niveau-là ? Je pense que ce qui est intéressant, c'est que je parlais des 2 erreurs qu'on peut faire avec l'IA, puis vraiment avec les entreprises, c'est soit faire l'autruche, soit faire le poulet sans tête et partir dans tous les sens. Et je pense que, paradoxalement, le côté un peu, bon sens suisse, un peu, voilà, on fait étape par étape, on commence petit. Dans ce cas-là, avec l'intégration de l'IA, c'est plutôt une bonne stratégie. Et je vois en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont dit, elles n'ont pas forcément développé des outils IA dans tous les sens, mais elles ont dit, ok, on va essayer, je parlais de Coca, mais il y en a plein d'autres, Loico aussi, on se dit, voilà, on va former nos employés, on va voir ce qui ressort. Et en fait, cette approche-là, qu'on a moins en France, par exemple. Enfin, il y a aussi ce côté besoin de former, mais c'est assez rapidement de ce que je vois, c'est de se dire, tiens, il faut que... Il y a besoin de la data, il faut qu'on puisse gérer ça, il faut qu'on fasse un chatbot et tout. Il y a très vite la réponse technologique à ça. Et ça, on va dire, en Suisse, on est les entreprises en retard, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont, on va dire, leur chatbot interne et tout. Il y en a beaucoup qui se sont dit, on va essayer ChatGPT, on va essayer Microsoft Copilot, on va essayer les autres. Mais paradoxalement, je pense que c'est la meilleure stratégie parce que le côté former les employés et de la bonne manière et essayer de leur donner cette envie de trouver des cas d'usage, il y a de plus en plus d'entreprises qui le font. Et moi, je le vois aussi entre mes premières formations que j'ai données il y a un peu plus d'1 an et maintenant. Au début, il y avait des gens qui n'utilisaient jamais. C'était presque une majorité des gens qui n'avaient jamais utilisé. Ouais. Maintenant, c'est largement la majorité. J'ai des entreprises, et c'est intéressant, celles qui ont une bonne culture d'entreprise, justement, elles, tout le monde utilise. Et il y a peu de crainte, et il y a vraiment des cas super intéressants. Et le niveau IA de certaines personnes est vraiment très élevé en Suisse, versus certains endroits en France. Alors après, voilà, c'est un peu au doigt mouillé, il n'y a pas de... Mais je trouve que, on va dire, le côté culture générale de l'IA,
ça commence vraiment à bien venir en Suisse. Pourquoi ? Parce que les gens essayent, expérimentent, et à ce côté-là. Et on le voit aussi, certaines entreprises, d'un point de vue plus technologique. J'ai accompagné Logitech aussi, c'était leur équipe créative. Eux, très rapidement, ils ont fait leur IA interne. La Migros aussi, que j'accompagne, eux, leur IA interne. Puis eux, alors, vraiment, c'est un exemple. Si on dit qu'est-ce qu'il faut bien faire en tant qu'entreprise d'une assez grande taille, mais à tout niveau, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis en place une charte IA très rapidement pour rassurer les employés. Ils ont mis en place des outils IA internes, donc d'un point de vue protection des données, du coup, ils sont bien plus armés par rapport à ceux qui utilisent ChatGPT version gratuite. Ils ont mis en place des formations. Donc là, moi, je parle Migros Vaud et Migros Genève, même si je suis en contact avec les autres, mais c'est quand même vite avec coopérative. Et du coup, là, à chaque fois, tout le monde l'utilise et tout le monde l'utilise vraiment bien. Donc là, on voit ce côté gain de productivité, même si c'est des fois difficile à mesurer. Là, ça va vite, en fait. Et pour moi, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Versus se dire, mais il faut que j'ai une IA très spécifique et autre. C'est pas dire qu'il faut pas le faire. Mais en fait, ce niveau de maturité, ce niveau de compétence, je le vois en Suisse, il commence vraiment à augmenter, en fait. C'est hyper intéressant. Ce que tu dis, juste que je comprenne bien, Oui. c'est que souvent, dans ces cas-là, c'est les employés qui vont, donc, ils vont être formés, on va dire, et ensuite, c'est eux qui vont entre guillemets créer ces cas d'usage parce qu'ils vont se rendre compte de mais je pourrais l'utiliser à ce moment-là, je pourrais l'utiliser à ce moment-là. Et ils font remonter l'information comme ça, d'autres gens peuvent l'utiliser de la même manière. C'est pas toi ou quelqu'un d'autre qui vient et qui dit vous allez pouvoir l'utiliser comme ça. Exact. Okay. Après ça c'est mon approche, notre approche, mais je pense avec l'IA et à l'expérience de maintenant 1 an et demi, beaucoup avec les entreprises, ça soit beaucoup suisse mais en partie française. En fait, quand on approche vraiment très top-down, ça marche pas très bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas une technologie comme les autres en fait. Aussi un truc tout bête. Souvent, on dit tiens, il faut que c'est un truc IT. Donc qu'est-ce que je fais ? Je mets budget IT, je mets le responsable IT là-dedans. Et des fois, il est un peu démuni parce qu'il dit non, moi c'est un logiciel que je dois déployer. Je mets un truc dans SharePoint, une directive, un PDF et c'est bon. Non, ça marche. Là, ça marche pas comme ça avec l'IA. Alors ceux qui ont essayé, d'ailleurs, s'il y en a vraiment des très très grandes multinationales qui ont fait appel à nous, parce qu'ils avaient tout, toute la technologie, mais les gens ne savaient pas comment l'utiliser. Du coup, ils nous ont appelés et du coup, on a dit regardez, on peut faire ça comme ça. Ok, puis ça a débloqué quelque chose. Okay. Après, je dis pas l'un ne va pas sans l'autre. Ce qui fait que la Migros ça marche bien, c'est que ils ont leur outil IA interne, ils ont bien réfléchi, ils l'améliorent un peu à chaque fois. Donc les gens ont l'outil à disposition, mais c'est pas une fin en soi. Ça c'est vrai pour toute innovation technologique, mais pour l'IA encore plus parce que vous l'avez expérimenté aussi, mais des fois selon la manière où on pose la question, c'est pas pareil. Selon le cas d'usage, ça va être différent. Et puis nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est vraiment, il faut en fait de voir au quotidien, voir les cas d'usage, et on essaie juste d'accompagner avec ça. En fait, nous, on met en place de plus en plus, au lieu de dire regardez, c'est tel prompt, on monte des techniques, mais c'est un peu regardons ensemble, c'est quoi votre problématique ? Et c'est vous les experts aussi. Et voilà, exactement. Par contre, nous maintenant, on a vraiment cette expertise de pouvoir accompagner, de dire ça n'a pas marché parce que ça, mais peut-être bientôt ça marchera parce que ça. Enfin, ça demande aussi une gymnastique assez forte, mais c'est vraiment ça part de là. En fait, c'est intéressant parce qu'on revient avec Loïco. Mais eux, ils ont aussi cette logique aussi, on parle de la création, ce genre de choses. Je pense qu'une culture d'entreprise qui laisse la parole aux employés, c'est le terreau le plus fertile pour implémenter l'IA de manière, on va dire, pérenne et efficace. Parce que justement, en fait, là, on revient à l'essence même, comme je dis, des métiers, de ce qu'on fait. Et ça vient de la base, en fait. Plutôt que de dire versus, venez regarder, on a notre super chatbot, mais on ne sait pas exactement comment l'utiliser, on l'impose. Et là, ça ne marche pas très bien. Ça, c'est un des plus grands obstacles en général. C'est les gens qui disent en fait, je sais que ChatGPT existe. Now what ? En gros, ils savent pas quoi en faire. Donc ça, j'imagine que c'est un des gros sujets d'expliquer comment l'utiliser, de peut-être donner quelques éléments déclencheurs sur quelques champs d'application possibles qui permet d'ouvrir les yeux et de dire ok, je peux l'utiliser comme ça. Et donc après, ça fait un peu un effet boule de neige qui déclenche d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pas peur d'utiliser la technologie de manière générale ? Est-ce qu'il y a l'histoire de la protection des données ? Est-ce que j'imagine qu'il doit y avoir des dimensions un peu politiques, un peu dystopiques, des choses comme ça ? Est-ce qu'il y a d'autres obstacles qui font que des fois les gens sont réticents ou n'arrivent pas ou n'ont pas envie ? Qu'est-ce que tu vois un peu dans ces dimensions-là ? Alors c'est vrai que le premier obstacle, il y a ce côté humain, justement, cette crainte, parce qu'on l'a vu, on en parle dans les médias, enfin, on a cette crainte aussi de dire, est-ce qu'on va se faire remplacer ? C'est pour ça que j'ai aussi un peu commencé par ça, parce que c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Ouais. Et du coup, les gens se disent, mais non, moi, je ne touche pas à ça, parce que je vais perdre mon job et tout. Et donc ça, le but, nous, c'est d'accompagner ça.
Et souvent, je reviens avec mon grutier d'avoir les oreilles qui sifflent à force, mais lui, il était très réticent, très, je dirais gentil, mais très réticent. Et à la fin, enfin, des fois je dis en exagérant, mais pris dans les bras, il me dit mais merci. Et souvent, les plus réticents au départ ne savent pas exactement ce que c'est, un peu cette image, un peu comme science-fiction. Et quand ils voient que ça se rapproche plus d'un Excel qu'autre chose, dans le sens c'est plutôt un outil qui aide à, ben là ils se disent ah enfin je peux faire. Puis comme tu as très bien dit, ça déclenche quelque chose. Le vrai frein que je vois actuellement, c'est la protection des données pour les entreprises, parce qu'on arrive assez rapidement, suivant dans quel secteur on est, typiquement ben, dans le domaine par exemple juridique, dans le domaine de la finance, même le département en finance, médical aussi. Enfin, là, on arrive assez vite. C'est pour ça que je dis oui, ça vient de l'humain. Mais si on ne met pas en place typiquement l'outil qui permet de garantir la protection des données autour de ça, ben, c'est plus difficile. Alors, une manière de faire pour pas dire maintenant il faut déployer des budgets énormes pour ça, ben, c'est de faire attention à ce qu'on met dedans. Parce qu'aussi, très rapidement, sans rentrer dans le détail, mais tous les éléments qu'on met dans le ChatGPT, surtout version gratuite, sont utilisés comme ce qu'on appelle données d'entraînement. Donc ça, c'est fait pour entraîner le modèle. Et du coup, c'est sur des serveurs aux États-Unis. Donc, suivant dans quel domaine on est, typiquement le domaine bancaire, assurance ou autre, médical, ben, des fois, on n'a même pas le droit que ça soit dans des serveurs autres qu'en Suisse. Donc, il y a ça. Par contre, ce qu'on doit faire, il y a aussi par rapport à la loi protection des données, si on met le nom d'une personne, peu importe l'outil, elle doit donner son accord. Ben ça, on doit anonymiser. On doit faire attention à ce qu'on met dedans, dans le sens où, si c'est divulgué, ben, quelles sont les conséquences. Donc ça, ben, des fois, ça freine, parce que typiquement dans les départements communication, c'est plus facile, parce que souvent, c'est moins des données, on va dire, confidentielles, quoique il faut faire attention si c'est des choses sous embargo. Par contre, dans le domaine, ben, des fois même RH, ou dans le domaine ben, voilà, des données financières, ou des résultats, si on est coté en bourse et autres, il faut faire extrêmement attention. Donc là, ben, il faut se dire, ben, ça, je ne peux pas le mettre. Pour le moment, par contre, si on a un outil interne pour ça, je sais qu'il y a des banques qui déploient maintenant des outils internes, elles sont obligées. Après, moi je dis, c'est que faut pas que ça soit bloquant, c'est plutôt de se dire, ben voilà, de nouveau, si on vient de la base avec des cas d'usage, on dit, mais là, on peut vraiment gagner énormément de temps, ben là, du coup, ça peut justifier les investissements. Parce qu'il y a aussi une notion qui revient aussi, c'est le retour sur investissement. Parce que finalement, si maintenant on veut déployer ces outils à l'interne, ben voilà, quel est le retour sur investissement de ça? Microsoft Copilot, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment ben, le chatbot, l'IA de Microsoft qui est intégré potentiellement dans Office, dans autres. Ben, ça, c'est un budget. Et c'est l'équivalent, c'est $30, c'est 26 francs suisses par utilisateur par mois. Ben, si on est une boîte de 100 employés, voire plus, ça fait tous ceux avec qui on travaille justement sont un peu se dire ok, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle, parce qu'il y a quand même certaines limites et tout. Il y a cette notion de retour sur investissement aussi la question se pose de plus en plus, parce que si les gens voient, les entreprises disent ok, on a investi, mais qu'est-ce qu'on a derrière? Et c'est pour ça que moi je viens de dire, ben, si vos employés ont des bons cas d'usage, on peut dire voilà, ils ont gagné X%, ils ont gagné tant d'éléments, puis là on peut gagner du temps. C'est vrai que la sécurité des données et le côté technologique, c'est ça qui... Mais d'ailleurs, petite parenthèse sur... parce qu'on m'a posé la question ce matin, j'avais pas vraiment la réponse. Est-ce qu'il y a... Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup essayé les autres. Je suis principalement sur ChatGPT. Je pars un peu du principe que c'est le meilleur, parce que c'est un peu le premier. Et j'ai l'impression aussi qu'eux ont la difficulté d'être le seul à pas être intégré à l'intérieur d'un truc existant. Tu as mentionné Copilot, c'est assez génial parce que si tu es déjà dans l'écosystème Microsoft, c'est connecté à Office, c'est connecté à tes emails, c'est connecté à plein de trucs. Pareil chez Google et Gemini. Je voyais ce matin, ils sont en train de développer des trucs pour, en gros, tu n'as plus besoin de répondre à tes emails, ça répond quasiment tout seul. Est-ce tu vois une différence fondamentale? Il y a Claude aussi qui est assez, qui prend beaucoup de place, Lama chez Facebook, Meta. Il y a un peu tous ils se font un peu la course. Est-ce qu'il y a une C'est très juste. Ils font la course. En fait, c'est un seul pour les dominer tous. C'est un peu l'idée. Ils savent. Quand on parlait de Google, avant Google, il y avait d'autres moteurs de recherche. Il y en a toujours d'autres, mais ils ont, en gros, ils ont gagné. Et puis, maintenant, ils ont au niveau mondial, ils ont plus de 90%, 90% des parts de marché. Donc là, en fait, le but, c'est d'être le prochain Google aussi. Et comme tu dis, la difficulté d'OpenAI, c'est que ils ne sont pas intégrés directement dans ces outils-là. Et en fait, ce qui se passe aussi, on parlait des évolutions. En fait, de plus en plus, moi, je pense que tous les outils, et c'est le chemin qui est en train de se passer, ils auront une fonctionnalité IA. Ça commence déjà. Hein. Tu parlais, on a dans la suite Office, alors il faut payer pour Copilot, mais il y a ça. La suite Adobe, ils ont aussi, ils ont Firefly, ils sont en train d'intégrer directement dans Canva aussi. Vraiment tous, de plus en plus, ils intègrent, alors avec plus ou moins de réussite, mais de plus en plus, on aura en fait la fonctionnalité IA. Apple, ils font pas beaucoup de bruit,
Mais je trouve que c'est très malin comme ils font. En fait, ils ont ce qu'ils appellent Apple Intelligence. Alors, c'est pas encore déployé en Europe du fait que ça a légiféré et puis cette notion de protection des données. Mais maintenant, ils ont ce côté, ils vont booster Siri avec l'IA. Typiquement, dès qu'on fait une prise de notes, ils peuvent nous faire le PV, ils peuvent aller chercher dedans. Vraiment pour de nouveau, des cas très concrets mais petits. Bah, du coup, ils disent voilà, on a notre outil qui est là, bah, on va juste le doper à l'IA. Et je pense que c'est intelligent de faire comme ça. OpenAI, bah, ils sont un peu entre deux. Comme tu dis, c'est les plus performants. Après, ce qui se passe, mais bon, là, de nouveau, ça, c'est mon sentiment. Claude, que tu as cité, donc comme son nom ne l'indique pas, c'est américain aussi. Donc, c'est vraiment le concurrent le plus sérieux de ChatGPT. L'interface ressemble énormément. Il y a aussi une version gratuite, puis après payante. Enfin, ça ressemble beaucoup. D'un point de vue performance, sur les derniers mois, mais bon, c'est les derniers mois, c'est au moins équivalent à ChatGPT. Et de nouveau, le fameux planning dont je citais, là, je faisais l'exemple avant de venir ici. J'ai testé avec ChatGPT. C'était un planning un petit peu complexe. Il a de la peine. J'ai testé dans Claude AI. Claude a réussi à me résoudre ça. Il y en a un qui passe. Ouais, mais voilà. Puis après, mais c'est ça. Et il y a un peu. Mais tant mieux d'ailleurs. C'est ce qui fait l'avancée clairement. technologique au final. C'est la concurrence. Hein. Enfin, c'est le marché au final. Exactement. Donc, tant mieux. Il y a une stat de Europol Innovation Lab qui dit que d'ici à 2025, 90% du contenu sur Internet sera créé par l'IA. Non, mais ça paraît tellement gros en fait de se dire que tu vois, tu te dis en fait, ça amène plein de questions en fait. Il y a des choses plus philosophiques dans lesquelles on pourra rentrer, mais c'est de dire ok, imaginons on est en 2025 parce que c'est demain concrètement. On va dire fin 2025 pour se laisser un peu de temps. 90% du contenu qu'on consomme en ligne, des articles, est-ce que c'est aussi des vidéos, enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver online a été créé par de l'IA. Qu'est-ce que ça implique et est-ce que tu crois à cette stat? Est-ce que tu penses qu'on tend vers ça? Alors, c'est une excellente question qui a beaucoup de ramifications. C'est comme pour la préparation d'interview, le côté mind map, c'est exactement la même chose. Je vais essayer parce que ça m'évoque beaucoup de choses. Alors déjà, pour répondre, surtout peut-être des gens nous écouteront en 2025, et du coup, peut-être qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais moi, je pense que non, clairement pas, pour plusieurs raisons. Je pense que ça peut être une des pistes, mais ça ne va pas le faire pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une question qui m'est souvent demandée, c'est le contenu qu'on crée avec l'IA par rapport au référencement aussi. C'est-à-dire, est-ce que c'est pénalisé par Google ou pas? Si c'est fait de manière un peu grossière, oui, parce que c'est visible que c'est fait par l'IA, oui, on peut être impacté par ça. Par contre, si on le fait bien, comme on l'a vu en mode co-création, et que ben voilà, on a un premier draft, puis après on le retravaille, on met des choses et tout, c'est indétectable. Moi, je le vois typiquement sur plein de choses où je gagne du temps. C'est pas détectable dans le sens où moi, je retravaille derrière. Il y a ce côté, tout est tellement imbriqué que il y a ce côté. Alors ça, je pense par contre, ce côté 90%, je pense que des contenus, à terme, on pourrait envisager qu'ils ont été aidés par l'IA. De nouveau, finalement, fait par l'IA, c'est quoi? Est-ce que c'est 100% ou pas? Je pense que là, dans l'idée, c'est un peu du 100%. En tout cas, le point de vue écrit, ça serait plutôt, on va tendre vers quelque chose de plus en plus imbriqué et de mieux en mieux fait avec ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on a envie de ça en réalité? Typiquement, moi, à titre personnel, si je vois qu'un contenu a été fait par l'IA, au-delà du fait que technologiquement, j'y vois incroyable, moi, ça me désintéresse complètement. Si maintenant on disait, ah bah tiens, au lieu de s'embêter à se filmer et à discuter comme ça, on mettait des avatars de nous et puis on demandait à l'IA de faire, je pense que ça intéresserait clairement personne. J'aime bien faire l'analogie avec les effets graphiques dans le monde du cinéma. Depuis l'arrivée de Jurassic Park, on s'est dit, ah super, les effets spéciaux, on va arriver à plus détecter si c'est fait par une machine ou pas. Mais en fait, là, on y est clairement arrivé. Enfin, maintenant, ça devient presque indétectable sur plein de choses. Mais maintenant, un des films qui a le mieux marché ces dernières années, c'est Top Gun. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont dit, nous, tout ce qu'on a fait, c'est 100%, nos cascades, c'est 100% fait par Tom Cruise et tout. Et en fait, on recherche de l'humain derrière. Et donc, je pense que, par exemple, tout ce qui est vidéo et autres, oui, techniquement, on peut le faire de plus en plus, mais je pense que c'est pas ce qu'on recherche. Et paradoxalement, on va chercher plus d'humains avec ça. Par contre, le fait que ça soit assisté, et je te passerai la parole, mais c'est plein d'idées nouveaux qui bouillonnent. Je suis d'accord. Mais le fait qu'on soit assisté par l'IA, on parlait du côté, moi je pense que ce qui va se passer, c'est que on se filme là maintenant, le dérush et plein de choses vont être aidées par l'IA, mais la magie du montage, ou bien de nous, ce qu'on va faire, ça peut pas être enlevé. Puis on revient dans ce côté, finalement, c'est quoi l'essence d'un métier, l'essence de ce qu'on fait, et puis de pouvoir déléguer cette partie-là. Mais en soi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un peu les discussions aussi qu'on a avec Max souvent, c'est
voilà, si tout est créé par l'IA pour finir, bah, y a plus, enfin, au bout d'un moment, tu peux te poser la question, est-ce que ça vaut la peine d'aller sur Internet? Tu vois ce que je veux dire? T'es là, mais en fait, Clairement. on va revenir à uniquement des rendez-vous en personne parce qu'on croira plus forcément au Google Meet parce que tu dis, est-ce que c'est vraiment lui qui est en face, etc. Bref, tu peux aller très loin là-dedans. Je te rejoins sur le papier. Maintenant, est-ce que c'est aujourd'hui des ovnis parce qu'il y en a tellement peu que c'est plus par curiosité? Mais tu regardes les premiers influenceurs IA, tu sais, des fausses personnes où honnêtement, j'ai vu les photos. Alors, tu te dis, bon, ça a l'air tellement parfait que c'est un peu bizarre, mais Ouais. honnêtement, c'est vachement dur à dire des fois, tu vois, c'est tellement... Et c'est des choses qui génèrent de l'argent, c'est des choses, les gens sont intéressés, veulent voir, je sais plus, il y en a une qui s'appelle, je sais pas comment, elle habite à Mm. Barcelone, je connais plus toute l'histoire. Les gens ont l'air vachement intéressés, veulent savoir. Est-ce que c'est parce que c'est la première que c'est intéressant et puis au fur et à mesure, bah, ça va se perdre? Je pense, Oui, mais il y a quand même un truc où tu te dis, c'est quand même intéressant et il y a quand même des gens qui vont accrocher à oui, ça. oui. C'est vrai qu'on touche. Alors, je pense qu'il y a clairement un peu l'effet démo, l'effet waouh. C'est comme les premiers clips qui ont été faits. C'est marqué, ben, il y a MC Solar, par exemple, qui a fait 2 clips. Maintenant, c'est fait 100% avec l'IA. Je crois qu'il y a Big Flo et Oli qui avait fait. Enfin, mais en fait, souvent, c'est quoi le truc qui est marketé? C'est fait par l'IA. Mais au bout d'un moment, ça sera plus forcément un élément différenciant. Puis quand on le regarde, enfin, je sais pas si du coup j'invite les gens à voir les clips autour de ça. C'est intéressant d'un point de vue technique, mais on voit quand même que c'est fait par l'IA. Et puis au bout d'un moment, bah ok, c'est so what quoi. C'est moins intéressant. Enfin, je sais pas, il n'y a Ouais, pas l'humain, il n'y a pas c'est ça. l'erreur derrière. Exactement. Par contre, d'avoir une vraie vue artistique et créative avec ça, et je sais qu'il y a plein de gens qui, par exemple, n'arrivent pas à faire un clip ou autre parce qu'ils n'ont pas accès à ça, je pense que ça va élever. En fait, de nous, c'est un outil à disposition. Et puis les gens, c'est comme, alors là, c'est un autre exemple, mais c'est l'autotune aussi. Tout le monde dit, ah ouais, bah tout le monde va pouvoir chanter juste. Alors oui, mais il n'y a pas quand même plus de chanteurs que ça. Mais par contre, certains, enfin même si certains, mais même certains en ont joué avec, ils en ont fait quelque chose de créatif. Donc de nouveau, c'est finalement, c'est l'utilisation humaine de ça qui va être intéressant. Donc ça serait un moyen, mais pas une fin en soi Mhm. avec ça. Il y a aussi un autre exemple que j'aime bien citer, parce que des fois aussi, c'est à titre personnel, des fois je me dis, il y a plein de trucs sur les réseaux sociaux qui marchent bien. Typiquement, ah, regardez, il y a je crois que c'est Domino's Pizza, peut-être je dis une bêtise, mais je sais qu'il y a une boîte américaine qui ont fait le premier clip publicitaire 100% fait par l'IA. Et de nouveau, ben, c'était quoi l'argument de vente? C'est que c'était fait par l'IA. Mais en fait, quand on regarde, il est un peu spécial, enfin, un peu creepy, quoi, leur truc. Et moi, je pense que si je vois des clips comme ça me donne pas envie. Alors, au-delà du fait que, oui, c'est intéressant techniquement, mais dans les faits, ça marche pas. C'est comme peut-être vous avez vu aussi, mais maintenant, on peut se générer un avatar. Je parlais d'avatar pour ça. On se filme un petit peu, on peut très facilement faire. Il y a Reid Hoffman, le fondateur et PDG de LinkedIn, il s'est auto-interviewé avec lui-même, une fois l'avatar. Bah, j'avoue, pour avoir vu ça, Au bout d'un moment, tu sais plus qui est qui. ouais, mais même dès le départ, en fait, honnêtement, j'étais même plus sûr. Mais par contre, après, il y a quand même certains moments, tu te dis, ah ouais, je vois qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, Mhm. en fait, Ah bah non, c'était le ouais, vrai. ouais, c'est ça. Et en fait, ça se trouve, c'était le En fait, il vrai. est vraiment. C'est ça. Il y a à côté la vallée de l'étrange aussi. En fait, tant que c'est pas 100% parfait, et quand je dis parfait dans le sens avec ses imperfections aussi, mais humaines et tout, ben, on n'est pas. Puis après, de nouveau, quel est l'intérêt de ça? Dans certains cas, il y a un vrai intérêt. Par exemple, moi, ces avatars, dans les cas concrets, si on revient aux besoins, typiquement, si maintenant pour faire des e-learning, on doit maintenant faire plein de petites vidéos à l'interne pour former sur je sais pas, un outil ou autre, et on n'a pas la capacité de le faire, bah ça on peut dire ok je fais un avatar parce que les attentes sont pas trop élevées, mais on va pas faire un film avec ça. Et ça Mhm. je pense que ça arrivera jamais. Donc de nouveau c'est quel est le besoin et comment ça peut répondre à ce besoin concret. Ouais. Et je trouve qu'il y a un autre champ d'application qui est intéressant que tu mentionnais tout à l'heure, c'est les échecs. Parce que donc, quand Deep Blue a battu Kasparov, je ne sais pas Ouais. si vous avez déjà vu la vidéo, il est ultra vénère. Ouais, Il pète un oui câble c'est juste. d'avoir été battu par Ouais. par l'IA. Et alors, je ne sais plus dans quelle année c'était, mais c'était dans les années C'était 90. 97 ouais. Ouais, voilà, Ouais. 97. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se disaient à cette époque-là, en fait, c'est la fin des échecs. Parce qu'en gros, on a résolu les échecs Exactement. de par l'intelligence artificielle. Donc, en fait, ça n'a plus aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'échec est beaucoup, beaucoup plus joué que depuis que Kasparov a été battu par Deep Blue. Pourquoi? Parce que l'IA a permis de comprendre des manières de jouer qui n'avaient jamais été explorées et qui n'avaient pas été découvertes par le cerveau humain, et donc a rendu le jeu en fait encore plus intéressant. Et ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant de jouer contre une IA parce qu'aujourd'hui elle bat tout le monde. Enfin, personne ne peut battre je crois que c'est Stockfish la plus performante. Mhm. Mais la compétition entre les humains
supporté par le fait que les humains puissent s'entraîner avec une IA qui est plus forte qu'elle, rend la compétition encore plus intéressante. Donc finalement, aussi. Exact. Exact, parce que tu peux t'entraîner, tu peux regarder, il va te donner des champs d'application sur comment faire mieux et de ça, comment jouer mieux tes parties, ce qui rend la compétition encore plus intense, ce qui en fait que l'IA, même si elle est meilleure que l'humain, a rendu le jeu et la compétition dans ce jeu-là encore plus intéressante qu'avant. Et ça, je trouve ça génial. Et je pense qu'en fait, des exemples comme ça, moi, c'est mon côté optimiste, mais je fais confiance en l'humain, en fait. Et de nous, on joue des fois à se faire peur et tout ça, mais en fait, on arrive à trouver des choses. Et ce côté, ce flair, ça, et ça, c'est inattaquable par l'IA. Et puis, comme tu dis, c'est que finalement, c'est un outil, et puis on peut faire plein de choses avec. Puis tant mieux que des gens puissent accéder, qui ne pouvaient pas forcément jouer avec quelqu'un d'autre, maintenant, on peut le faire avec une IA. Et du coup, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Il y a un exemple que j'aimais bien citer, alors je ne suis pas expert en cyclisme, mais c'est un participant qui me disait, avec le vélo, avec l'arrivée, Lance Armstrong à l'époque, et puis surtout Chris Froome, il y avait ce côté ultra technologique dans le monde du vélo, puis il se dit, mais super, en fait, c'est celui qui est le mieux armé technologiquement qui va gagner. Alors, c'était le cas. Mais en fait, ce qui s'est passé, surtout ces dernières années, alors je ne suis pas expert, mais ce qu'il me dit, c'est qu'en fait, ceux qui gagnent maintenant, alors évidemment, ils ont tout l'aspect technologique, mais en fait, il y a des moments où même si leur moniteur leur dit, bon, là, maintenant, il faut que tu ailles ça, puis ils disent, non, moi, je sens qu'il faut que j'aille un peu plus. En fait, ils ont la base technologique, et puis après, il y a le côté instinct qui prend le dessus, puis c'est eux souvent qui réussissent mieux. Versus un qui est un peu comme un robot et tout. Et ça, de nouveau, il y a ce côté, oui, la technologie, elle est là, il faut l'utiliser. Ça serait une erreur de ne pas le faire. Mais après, il y a toujours ce côté, ce petit côté en plus, l'exécution en plus, qui là, va faire la différence avec les autres. Ici, on l'appelle comme on veut, hein, c'est le génie et autres. Mais ça, ce génie-là, c'est inattaquable par le X-Factor. Ouais, exactement. Juste un petit point par rapport à ce que tu disais avant, parce que c'est une question qu'on a aussi souvent, tu disais c'est indétectable, tu sais, si tu travailles sur quelque chose, cet esprit de co-création, dans ce cas-là, ça se vient, tu as utilisé le terme indétectable. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent de détecter, moi je sais que j'en avais testé un il y a très longtemps, qui donnait un pourcentage en disant il y a je sais pas, 80% de chances que ce soit écrit par l'IA. Honnêtement, j'ai pas regardé depuis très longtemps. Ça a évolué ça, il y a des... C'est toujours le gendarme et le voleur. C'est évolué, il y en a un qui s'appelle Killbot qui permet de faire ça. Dans les faits, il y a le côté indétectable. En fait, pour moi, c'est qu'il y a le indétectable, c'est les faux négatifs et les faux positifs. Typiquement, dans ces outils, si on met la Constitution américaine dedans, en fait, il va dire que c'est fait par une IA. Alors, je ne suis pas complotiste, mais parce qu'aussi, vu que c'était dans les données, mais parce que, du coup, c'était un faux positif. Mais parce qu'en fait, ça a été aussi entraîné avec ça. Donc, en fait, comment ils essayent de détecter par exemple, OpenAI avait fait un de ces outils. Justement parce que dans le domaine de l'éducation, ils disaient, mais super, maintenant, c'est toujours le cas, mais tous nos étudiants, ils utilisent ChatGPT, il faut qu'on ait un outil qui permette de le faire. Ils avaient développé ça, et en fait, ce qui s'est passé, ils ont vu qu'elle était bonne 60% des cas. C'est-à-dire un peu mieux que pile ou face. Mais le problème, c'est que 60%, c'est inutilisable. Ouais, c'est dans ce sens, en fait, de nous, si on fait bien les choses, c'est impossible. Alors, quand je dis impossible, oui, on peut avoir des doutes, mais après, de dire non, c'est sûr à 100%. Et ces outils, après, c'est toujours intéressant de le voir, mais en réalité, ils ne sont pas très, très fiables si la chose est bien faite. Par contre, si quelqu'un prend ChatGPT, remet tel quel sans toucher une virgule, ça passe pas ces outils, et puis ça se voit, en fait, pour ça. Après, par contre, la question à se poser, c'est de se dire comment on peut vérifier que. Typiquement, il y a de plus en plus des exemples. Alors, dans le domaine RH, par exemple, la lettre de motivation. Là, on pourrait aussi en parler pendant un épisode là-dessus. L'épisode 2, on pourrait le faire là-dessus. Mais c'est intéressant, c'est que maintenant, la plupart des lettres de motivation sont faites ou vont être faites par l'IA. Et puis d'ailleurs, des fois, elles sont même, disons, analysées par une IA. Mais ça perd un peu ton intérêt, du coup. Oui, et c'est drôle parce que j'en discutais il n'y a pas longtemps. En fait, là, on revient à l'essence de ce qu'est une lettre de motivation. C'est quoi une lettre de motivation ? C'est quelqu'un qui prend du temps pour comprendre une entreprise, puis essayer de se mettre en avant pour dire, voilà pourquoi moi, je serais bien pour votre entreprise. En fait, c'est du temps qu'on investit pour une entreprise, puis elle va avoir avec ça. Maintenant, ce temps, on peut le faire en 10 secondes. Donc, comment on montre ça ? Alors moi, j'ai pas de réponse à ça. Certains disent, et je pense à raison, de dire c'est la mort de la lettre de motivation. Certains disent qu'elle était déjà morte avant, parce que de toute façon, en moyenne, on avait 7 secondes pour les évaluer, donc voilà, c'était déjà pas très pertinent. Après, je trouve qu'on peut revenir aux fondamentaux, de se dire, si quelqu'un maintenant fait une lettre un peu différente, donc on voit clairement que c'est pas fait par une IA, mais qui a vraiment pris le temps et autres, cette lettre-là, moi je trouve en tant que responsable RH ou spécialiste, je la mettrais d'autant plus en avant parce que je dis, ok, cette personne-là a pu faire quelque chose d'intéressant avec. C'est l'effort qu'il a passé. Voilà. C'était le mec de, comment il s'appelle, Rory Sutherland, je sais pas si tu vois qui c'est, oui. de Ogilvy, qui disait justement maintenant quand on va devoir envoyer des lettres en fin d'année pour dire bonne année à nos clients, on va devoir écrire fuck you dessus pour que les gens soient sûrs que ça n'a pas été écrit par l'IA. On va devoir venir avec des trucs tellement gros pour pas que les gens disent non mais attends,
Merry Christmas, C'est machin, ils sont ça. là, non, non, il faut écrire un truc choc et c'est exactement ça. C'est que la lettre de motivation, en fait, ta lettre de motivation classique, elle sert à plus rien. Ouais. Par contre, je sais savoir quoi, hein, de faire un dessin à la place, mais en fait, t'es Ouais. là. Ah, mais attends, c'est quoi ce truc? Bah, en fait, il a réfléchi différemment. Exactement. Faire une mind map, j'en sais Ouais. rien, tu vas se dire, ah, mais attends, le mec, il a réfléchi différemment. À 100%. Et du coup, ça prend juste Ouais. un autre aspect. Voire même aidé par l'IA. C'est ça où c'est même intéressant. C'est qu'il peut faire sa mind map. Mais Mais bon, si après, tu l'utilises pas dans ta. Imagine, il faut une lettre de motivation, mais Mm. tu l'utilises pas, pour moi, c'est une erreur de pas utiliser Exactement. l'IA. Dans le sens, tu as quand même quelqu'un qui est plus intelligent que toi, Oui. concrètement, sur papier, qui peut t'aider. Pourquoi Oui. tu lui demanderais pas de l'aide en fait? Après, est-ce que tu dois tout prendre ce qu'il dit? Ouais. Pas forcément, mais tu as quelqu'un dans ta poche qui a un QI supérieur au tien. À 100%. Utilise-le. Enfin, je sais pas, moi, c'est comme ça que je le Mais vois à c'est chaque ça. fois. moi. Et puis, sans faire mon Bill Gates ou Sam Altman, mes prédictions, mais moi, je vois que ça impacte tous les métiers. En fait, ça va devenir une compétence clé pour tous les métiers. Parce qu'en fait, à compétence égale, une personne qui utilise l'IA, elle sera, on l'a vu, 10, 15, 20, 40% plus productive. Donc moi, en fait, je mesurerais ça. En fait, je dirais, quelles sont vos compétences en IA, peu importe le métier, que ce soit grutier, médecin ou autre, à terme, c'est ce qui va arriver, en fait. Et comme tu dis, c'est une phrase qui est un peu surutilisée, mais qui est assez vraie. C'est-à-dire, c'est pas l'IA qui va remplacer le métier, c'est quelqu'un qui utilise l'IA. Et comme tu dis, ça serait bête de ne pas l'utiliser, en fait. Mhm. Après, il faut bien l'utiliser, on l'a vu, tout ça. Mais je pense que maintenant, quelqu'un, il doit l'utiliser dans son métier, puis il doit voir comment il peut être lui-même plus efficace dans son métier, mais aussi à titre personnel. Parce que je reviens à la charge mentale, elle est différente pour chacun. Pour certains, ça va être écrire un email, d'autres, aucun souci. Pour d'autres, ça va être trouver les arguments pour être poli, pour une réponse qui est mauvaise, ou bien ça va être la planification. Et du coup, c'est finalement comment nous, on peut s'augmenter, comment on peut co-créer pour être plus efficace. Après, on l'a vu Ouais. pour ça. Mais aussi, tu revenais, tu disais par rapport avec tes enfants. Moi, j'ai 2 enfants qui ont 5 ans et 3 ans maintenant. Et puis, un des éléments aussi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir du temps aussi pour eux. Du coup, je me suis mis des contraintes. Alors, évidemment, vous connaissez aussi, voilà, beaucoup de travail, mais il y a certaines contraintes. Typiquement, il y a certains moments, je dois aller chercher à l'école. Il y a un jour qui est dédié à eux. Et en fait, l'IA, si j'avais pas eu l'IA, j'aurais pas pu faire ça. Impossible. J'aurais pas pu lancer ma boîte comme on a pu le faire et autres. Alors, en fait, du coup, j'ai eu des grosses contraintes avec ça. Et du coup, grâce à l'IA, j'ai pu un peu les contourner. Et des fois aussi de se dire, ok, c'est ça. Au lieu de te dire, voilà, j'arrive pas à faire plus, mais je le fais mieux et je suis plus efficace. Et je vois versus mon associé, Julien Schiss, derrière notre boîte, c'est MCJS, c'est nos initiales, qui lui n'a pas d'enfant. Alors je dis pas qu'il n'a pas de contraintes et comme ça, mais des fois, lui, il peut aller un petit peu plus loin. Mais du coup, moi, des fois, je suis à la même efficacité que lui sur certains trucs, mais juste parce que en fait, j'ai T'es vraiment pas forcé, le choix ouais. et je suis forcé. Et des fois, d'être dans cet état de mais je suis forcé, voilà, comment l'IA peut m'aider pour ça? Et du coup, on arrive à des résultats intéressants. C'est toujours la phrase, si tu as 2 heures pour faire une tâche, ça va te prendre 2 heures. Hein. Si tu as Exact. 10 minutes, ça te prendra 10 Mais oui, minutes. mais C'est c'est- toujours la même chose. Hein. Et ça appliqué à l'IA, moi, des trucs comme ça où j'ai 15 minutes pour faire quelque chose. Alors après, l'avantage que j'ai, maintenant, ça fait 2 ans que je fais ça quotidiennement. J'arrive à savoir ce que je vais pouvoir obtenir. Mais typiquement, moi, on m'a demandé des fois de faire des articles ou autres. J'avais littéralement que 30 minutes devant moi. J'ai dit, OK, qu'est-ce que j'arrive à faire en 30 minutes avec l'IA? Mais d'acceptable dans le sens qu'un niveau, on va dire le niveau qualité que je veux. Alors, franchement, j'arrive. Et des fois, comme tu dis, cette contrainte-là, des fois, je dis même aux gens, faites-vous la contrainte de dire, OK, je dois faire ça en 10 minutes. Qu'est-ce que j'arrive à faire? Avec l'IA, qu'est-ce que j'arrive à faire? Et aussi, d'avoir ces petites challenges-là, ça permet de passer de l'autre côté aussi. Ouais. Et moi, des fois, c'est des moments où j'avais pas le choix. Je dis, en fait, sans l'IA, je peux pas y arriver. Et en fait, j'y suis arrivé. Et du coup, comme ça, je peux le mettre dans ma pratique. C'est un exercice intéressant. Je change un petit peu de sujet pour parler peut-être un peu de ton parcours et comment tu en es arrivé là. On a parlé un peu de ce qui t'a fait découvrir ChatGPT, etc. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que tu faisais avant Oui. et de ce qui t'a mené à ça? En fait, comme je disais, moi, je viens du monde de la communication. Toute ma carrière, c'est vraiment communication numérique. J'aime bien faire le parallèle avec l'arrivée de Facebook, en fait, des réseaux sociaux. En fait, moi, c'est ça qui, il y a 15 ans, quand c'est arrivé, j'étais sur les bancs de l'Uni, justement avec Julien, mon cofondateur, donc ça, on se connaît depuis 15 ans maintenant. Et puis, quand j'ai entendu parler de l'arrivée de Facebook, je me suis dit, mais ça va tout changer sur la manière de communiquer. Il faut que j'en fasse mon métier, en fait. Donc, je suis allé aux États-Unis, je me suis formé. C'est devenu mon métier. Puis, j'ai travaillé à la RTS pendant plusieurs années, au journal Le Matin pour Tamedia. Et les 5 dernières années, j'étais à la HEP Vaud, aussi responsable communication numérique. Et puis, c'est intéressant parce que j'avais fait un peu le tour à la HEP. Disons, il y avait aussi des changements à la direction et autres. Enfin, c'était soit je relançais la machine, soit je partais.
Et puis, en fait, cette réflexion-là, je me suis faite le 30 novembre 2022. Donc, au moment où je me posais la question, pratiquement à quelques jours près, ChatGPT arrivait. Puis je dis, bah, tiens, je vais essayer. Et du coup, je dis, ah, bah, tiens, intéressant, exactement les mêmes sensations que 15 ans auparavant. Je dis, mais tiens, tu vois, si tu faisais le parallèle, l'arrivée de Google ou autre, je dis, mais purée, c'est comme Facebook, j'ai les mêmes sensations que 15 ans auparavant. Mais là, je dis, mais là, ça n'a pas changé que la manière de communiquer, c'est même la manière de travailler. Enfin, c'est l'intuition que j'avais à l'époque. Là, je ne vais pas dire que je savais exactement ce qui allait se passer, mais je me suis dit, ben voilà, tiens, ben, partageons nos explorations, mes explorations. Puis j'ai partagé sur les réseaux sociaux, sur TikTok, parce que pour vous dire, mon stagiaire de l'époque, s'il nous écoute, il se reconnaîtra, mais il se fichait de moi, voilà, Facebook, Instagram, il me disait, voilà, t'es un vieux machin, va sur TikTok. Donc du coup, j'ai partagé le tutoriel ChatGPT, il a été vu 700 000 fois. Après, ça peut vite monter, vite descendre. J'ai partagé sur Instagram, 500 000 vues. Après, sur LinkedIn et autres. Puis en fait, j'étais parmi les premiers en francophonie à parler de ça. J'étais de loin pas le seul, mais j'étais un des premiers. Et en fait, en quelques mois, j'ai eu 200 000 personnes qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux. J'étais presque à 100 000 sur Instagram, la même chose sur TikTok, 30 000 sur LinkedIn. Enfin, la folie. Et du coup, ben, on discutait aussi en préparant l'émission. Je me suis dit, bon, ok, je vais continuer. Et puis après, j'ai des maisons d'édition qui m'ont contacté, les 5 plus grandes en France. Et j'ai eu le luxe d'avoir le choix, de pouvoir choisir. Donc j'ai choisi Diathéno pour le livre ChatGPT en entreprise. Voilà, qui va parfaitement, je trouve, avec le décor. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé, j'ai déjà commencé à accompagner des entreprises, mais à côté du job, en fait. Moi, mon but, c'est pas de me dire, ah ben tiens, je vais me lancer, même si ça me trottait dans un coin de la tête depuis longtemps, mais je me suis pas dit, ah, je vais me lancer 100% dans l'entrepreneuriat. J'allais, mais j'ai sorti ce livre, et puis comme je le disais, je pensais en vendre 500, j'en ai vendu 5000. Et en fait, j'ai eu plein d'entreprises, que ce soit via les réseaux sociaux, via le livre, qui m'ont contacté pour dire, voilà, on aimerait essayer de comprendre, former nos employés. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, j'avais pas de site web, j'avais rien en fait. Et je marquais nulle part que je formais des entreprises dans ça. Mais je pense qu'elles se sont... Déjà, il n'y avait pas grand monde qui le faisait. Puis elles se sont reconnues là-dedans. Puis en fait, vu que moi, j'ai déjà donné des formations, notamment au SAVI, au CFJM, en communication numérique. Donc en fait, moi, ça faisait 10 ans que je donnais des formations à côté. Et puis même à la HEPVO, j'étais aussi un peu dans cette thématique-là. Et en fait... de fil en aiguille, j'ai pu accompagner de plus en plus d'entreprises. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça allait tellement vite que je discutais avec un de mes meilleurs potes, Julien Schiss, qui lui avait fait un parcours plutôt du côté de Zurich, plutôt dans la transformation digitale, dans le monde aussi de la tech, et qui m'avait dit, pareil que moi aussi une année auparavant, il s'est dit, voilà, j'aimerais peut-être me réorienter et autres. J'ai dit, tiens, je sais qu'on bosse bien ensemble. Toi, tu as une partie aussi plus un peu transformation digitale qui pourrait être intéressante, aussi commerciale. Regardons ensemble 1 ou 2 mois, voir si ça marche ou pas. Puis au bout de 3 mois, on s'est dit, on lance la boîte, ça marche trop bien. Et du coup, on a lancé cet été, c'était en juin. Là, le site, il est live depuis, ça fait une semaine maintenant. Et puis, on a pu accompagner, j'en ai cité quelques-uns, mais des jolis noms comme Logitech, la Migros, Coca, mais aussi des institutions aussi étatiques, des PME et autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y avait vraiment des besoins qui étaient, peu importe la taille de la boîte, on a vu ce côté cas d'usage aussi. Et du coup, on se retrouve là maintenant, à l'heure où on enregistre, on est 2, on est en train d'engager une 3e personne aussi. On est 4 si on compte l'assistante de direction. Ouais, et puis on est 150 si on compte ChatGPT avec ça. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant aussi, on l'expérimente pour nous-mêmes. Enfin, on le faisait déjà avant, mais il y a plein d'éléments aussi d'un point de vue même prise de décision, plein de choses qu'on peut aller beaucoup plus vite. Et je pense ce côté, sans revenir avec Sam Altman, je dis pas qu'on va être millionnaire ou milliardaire, loin de là, on fait étape par étape, mais je vois, et puis je pense que c'est aussi la même chose, tu me disais que tu disais tous les jours, il y a plein de trucs qu'on peut faire grâce à ça. Puis nous, en fait, d'un côté, on n'a pas le choix, mais tant mieux parce qu'on peut avancer beaucoup plus vite, quoi. Déjà, bravo pour le parcours. Merci. Le processus que tu as décrit, où tu dis, voilà, tu as vu quelque chose arriver, tu as commencé à en parler, tu as commencé à créer du contenu autour de ça, etc. Là, tu le décrivais pour l'AI. Tu l'as vécu aussi avant, avec justement l'arrivée des réseaux sociaux. Tu as senti ce truc arriver, tu as dit, je me suis formé, mais si j'ai bien fait mon travail, tu as oublié de parler d'un truc qui était la création d'un blog que tu as lancé, etc. Donc, si tu veux, tu as fait presque 2 fois la même chose, je le dis positivement. Mais tu as 100% raison. Un blog que tu as revendu, etc. Ouais. Donc, c'est un schéma qui a bien fonctionné pour l'instant 2 fois. Tu peux juste me parler nous parler de ce blog-là. Oui. C'était la même idée, c'était de dire, en fait, il faut que je me forme, il faut que j'en parle, il faut que je commence à créer du contenu là-dessus. Ouais.
Mais c'est très bien que tu en parles, parce que des fois, c'est pas que je l'oublie, parce que c'était une part importante de ma vie, mais c'est vrai qu'en fait, ces 15 ans, j'ai eu un peu de monde parallèle, en fait. On va dire le monde, on va dire classique du salariat, justement, enfin, une belle carrière, je trouve, enfin, voilà, communication numérique et autres. Puis à côté de ça, en fait, avant de commencer à la RTS et autres, comme tu dis très justement, en fait, ce côté ébullition des réseaux sociaux, je me suis dit, tiens, puis à l'époque, on faisait des blogs, maintenant on est plutôt sur TikTok et autres, mais à l'époque, on faisait un blog, puis en fait, pareil, en fait, tout ce que je découvrais dans le domaine des réseaux sociaux, je le partageais sur ce blog. Et ce qui est drôle, c'est que mes premiers articles, le tout premier, je me rappelle, je m'étais dit, ah super, tout le monde va le lire. Alors, évidemment, zéro, enfin, comme tout le monde. Hein. Et calme-plat, alors que j'avais mis des mois avant de le sortir, voilà. Et puis, en fait, comme on discutait aussi pour le podcast, puis là, je vous félicite aussi parce que là, on est a priori le 26e épisode, à voir quand ça sort. Mais on disait, c'est en fait les débuts, voilà, c'est un peu difficile. Puis après, en fait, à force de publier régulièrement, il a commencé à avoir une belle notoriété, à tel point que, après, c'était les chiffres de l'époque, mais j'avais à peu près entre 50 et 100 000 visites mensuelles en tant que, désolé, mais petit Suisse dans ce côté-là. Et puis du coup, ça a eu un écho même au niveau français et autres. Et puis est arrivé un moment où je me suis dit, tiens, en fait, ça devient tellement gros, ce blog, que il faut peut-être que j'en fasse mon métier ou pas. Et j'avoue, c'était ça il y a 3-4 ans. Et j'ai pris la décision de revendre le blog. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à suivre. Et je me suis dit, mais en fait, non, je vais... là, mon premier enfant était en route. Je me suis dit, non, je vais pas faire ça. Donc d'ailleurs, c'était drôle, parce que je me suis dit, finalement, l'entrepreneuriat que je pensais peut-être touchable avec ça, j'ai pris la décision de ne pas le faire. J'ai vendu, donc voilà, très bien. Et après, quelques années après, quand je parlais de manque de sens, peut-être c'est parce qu'il manquait en fait finalement cette excitation, bien cette part de moi que j'avais un peu mise de côté en me disant voilà, maintenant c'est bon, tu as des enfants, tu pourras plus forcément le faire comme ça. Et puis après, est arrivé ChatGPT, et en fait ça a un peu réactivé, où tu as 100% raison, de parallèle avec le blog, ça a réactivé un peu ce que j'avais fait à l'époque, un petit peu à côté, où j'avais peut-être pas cru à 100%, et en fait c'est vrai qu'il y a une vague de fond, et après pour l'avoir vécu, c'était assez incroyable, d'arriver à 100 000, je suis arrivé en 3 mois, après 100 000, alors c'est un petit peu baissé depuis, mais je suis arrivé à 100 000 abonnés sur Instagram, ça n'arrive jamais. Quand je m'amusais à regarder les gens qui me suivaient sur Instagram, mais il y avait des champions olympiques, des stars, des humoristes et tout. Je disais, mais vous regardez mes petites vidéos et tout. Et puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que je suis beaucoup moins sur Instagram. Ceux qui me suivent sur Instagram, je m'excuse. Parce qu'en fait, c'était tellement gros que j'arrivais pas à suivre en fait. Puis j'étais en mode un peu mais il faut que je suive les dernières tendances. Maintenant, je suis un influenceur et tout. J'arrivais pas bien à le gérer. Puis après, je me suis dit finalement, non, en fait, qu'est-ce que j'aime bien faire, c'est faire la formation. En fait, je suis un peu revenu aux fondamentaux, je suis un peu revenu de mon côté. Et le fait de ne plus être tout seul, d'avoir Julien qui est venu, ça m'a permis aussi un peu de me recentrer. Et c'est vrai que là, maintenant, je suis dans une voie qui est plus en accord, plus alignée avec ce que je fais. Et j'ai plus ces deux choses. Et où très justement, et c'est aussi une des forces, j'ai un peu... je me dis, j'étais au bon endroit au bon moment. Après, évidemment, la chance, ça se provoque. Mais en fait, si on regarde un peu mon parcours, ça répond exactement aux besoins, en tout cas actuellement, des entreprises. C'est une personne qui comprend les transformations technologiques. Alors, je ne vais pas avoir l'ambition de dire que je comprends tout, mais j'ai vécu ça avec les réseaux sociaux, qui a la capacité aussi de former, de pouvoir aussi donner ça. J'ai donné pendant 10 ans. Et surtout, qui a la connaissance du milieu professionnel. Ça, je pense, en tout cas, c'est une des forces, je pense qu'on a aussi avec Julien, c'est qu'on sait ce que c'est. Quand, par exemple, tu dois une boîte mail, et ceux qui bossent dans la com savent exactement, mais on a une boîte mail communication, peu importe l'entreprise, puis on se chope toutes les demandes à la con de tout le monde, genre l'imprimante est en panne et tout, mais vous êtes la communication. Moi, j'ai vécu. Même on parlait du côté RH, aussi le côté marque employeur, je l'ai vécu aussi de l'intérieur. Donc en fait, tous ces besoins, tous ces fameux cas d'usage, alors je ne les connais pas tous, mais le quotidien d'une entreprise, je le connais bien. Et du coup, ça me permet aussi de venir, de ne pas être en mode ah oui, ça va tout changer et tout. Je dis non, je vois très bien votre planning. C'est pas très sexy de dire super un planning, mais ça change la vie de plein d'entreprises. Ou bien répondre à un email aussi qu'on a évoqué. Des fois, on n'a pas le temps de répondre à un email. Ces choses-là, ce côté un peu concret, un peu pas sexy de l'IA, moi, ça fait 15 ans que je l'ai. Et d'avoir ce côté, les deux en parallèle, ça m'a permis finalement d'apporter ce que j'ai maintenant. Et finalement, pour revenir, je me dis des fois, le fait de ne pas m'être lancé il y a 5 ans a fait que j'étais un peu plus libre. Si j'avais lancé mon agence ou si j'avais continué le blog, ça aurait été peut-être plus difficile d'aller à 100% dans l'IA comme j'ai fait ça. Donc des fois, je me dis, l'un dans l'autre, le parcours, voilà, on met le temps, mais ça a répondu. Les planètes se sont bien alignées pour ça, quoi. Par curiosité, tu l'as vendu à qui, le blog ?
Enfin, tu l'as vendu comment? À qui? Oui, bah, en fait, c'était... je peux le dire, la personne s'appelle Guillaume Fleureau. Ouais. Et en fait, c'était un ancien d'un logiciel emailing qui s'appelle Sarbacane. Et c'est drôle parce que si jamais il a racheté il n'y a pas longtemps, il a coûté, je me dis super. Donc c'était PME Web, c'est vrai qu'on l'a pas cité, mais c'était PMEweb.com qui existe encore. Hein, c'était aussi une des volontés que j'avais, c'est quelqu'un qui puisse aussi continuer le blog et pas juste l'intégrer dans autre chose. Et puis il y a un autre blog alors, qui est assez connu qui s'appelle Siècle Digital. Qui a été racheté aussi récemment par lui. Donc du coup, il a plusieurs blogs et autres. Puis lui, vraiment, s'est spécialisé là-dedans, un peu dans le côté en mode presque éditeur, spécialisé dans ce côté-là. Et puis, ça s'est fait très naturellement, dans le sens où on se connaissait déjà d'avant, parce que c'était un de mes clients aussi. Alors, peut-être sans rentrer dans le détail, mais ma manière de me rémunérer avec le blog, c'était ce qu'on appelle l'affiliation. Donc avec justement plusieurs logiciels emailing, réseaux sociaux, bientôt un peu... tout ce qui était logiciel numérique. Et puis en fait, c'était un de mes clients, on avait bien sympathisé. Puis lui, il a décidé de se lancer, de dire voilà, maintenant j'aimerais être dans le blogging, mais j'ai pas ta capacité à écrire directement, puis surtout, j'ai pas quelque chose de bien établi. Et du coup, il en avait déjà racheté un autre avant, je crois. Et puis du coup, il a racheté PME Web. Et du coup, moi, j'étais hyper content parce que je pouvais, entre guillemets, le laisser à quelqu'un en qui j'avais confiance. Et puis, je crois que lui est très content aussi. Je crois qu'il a eu un bon retour sur investissement. Et du coup, moi, ça m'a aidé aussi pour ça. Et puis, du coup, il y a eu ça. Donc, ouais, de nouveau, c'est un peu des rencontres et autres. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup au feeling aussi. D'ailleurs, c'est la raison de ma venue ici. On a bien sympathisé aussi. Puis, j'aime bien l'approche que vous avez aussi avec le podcast et tout. Et des fois aussi ce que j'ai fait, peut-être ma leçon d'entrepreneur, mais je pense que vous avez ça aussi, mais c'est des fois d'un peu suivre un peu son feeling. Parce que rétrospectivement, c'était un peu un saut dans l'inconnu total. J'aurais jamais l'ambition de dire j'étais sûr que j'allais vendre le livre. Je savais pas du tout ce qui allait se passer, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Et puis d'être aligné avec soi-même, je pense que c'est ça qui m'a aidé à être là aujourd'hui. Il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir parce qu'on a passé dessus brièvement, mais moi ça m'intéresse toujours. Je ne sais pas si tu as vu sur Netflix le dernier truc avec Bill Gates. De nouveau, on revient à notre ami. Oui, Bill. alors c'est dans ma Je crois que le premier épisode, il parle beaucoup de l'IA. Dans le premier épisode, après un peu moins si je dis pas de bêtises, mais le premier il parle beaucoup d'IA. Il a cette discussion avec celui qui a fait Titanic, comment il s'appelle? James Cameron. James Cameron, merci. Il a une discussion avec lui et il lui dit oui, mais moi le seul, entre guillemets, le seul problème, je paraphrase, le seul problème avec l'IA, c'est que lui travaille beaucoup sur la malaria, sur éradiquer la malaria. Il dit mais si un jour on arrive à un moment donné où l'IA dit tu sais quoi Bill, t'inquiète pas, je m'occupe de la malaria, va jouer. Il est là, merde, moi je fais quoi en fait? Je sers à quoi et qu'est-ce que je fais? Et ça c'était drôle de l'entendre parce que lui qui est quand même assez pro IA, on va dire. Là, ça, c'est un truc où je me dis, mais si l'IA me dit non, mais c'est bon, tu n'as plus besoin de le faire, je m'en charge, je dis, mais je ne sers à plus rien en fait. Et tu parlais aussi de perte de sens, etc. On en a parlé un peu brièvement, mais toi, tu vois ça comment? C'est comme les entreprises, il faut rediriger le focus des gens, etc. Mais si on arrive à ça un jour où l'IA devient tellement omniprésent et tellement puissant qu'elle résout nos problèmes concrètement, en fait, on fait quoi de nos journées? Et c'est là où c'est intéressant, on parlait du côté politique, économique. Là, on est dans la partie philosophique de tout ça. Et c'est drôle parce qu'en fait, c'était aussi Platon, à l'époque, qui parlait aussi dans la République, qui disait en fait, il parlait de la démocratie et autres, puis il disait le meilleur système, c'est en fait d'avoir un sage, une personne qui a la sagesse incarnée, à qui on peut lui déléguer ces choses-là, puis elle prendra des décisions éclairées. Et puis il disait, faute de mieux, on va avoir la démocratie qui est le moins mauvais système pour... paraphraser Churchill, voilà. Donc là j'ai mis toutes mes références avec là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que là on revient à la leçon de la philosophie, de se dire finalement, l'humain a ses forces et aussi ses faiblesses. On peut peut-être déléguer à l'IA de faire ça, puis elle va faire mieux que nous. Et comme tu dis, qu'est-ce qu'on fait après? Là c'est éminemment philosophique. Je pense qu'il faut se poser ces questions-là. J'ai pas l'ambition d'avoir la réponse à ça, mais en tout cas je pense qu'à court terme, on peut toucher, et pour revenir aussi finalement même à un niveau plus basique, de se dire voilà, on gagne 50% ou 40% de productivité, qu'est-ce que je fais? Déjà de se poser cette question maintenant, ça permet à y répondre le jour où effectivement on n'a plus rien. C'est aussi, on a des questions aussi, d'ailleurs Sam Altman parle, un des fervents supporters du revenu universel par exemple. Finalement on a quelque chose de technologique, de se dire finalement, si on arrive à pouvoir déléguer aussi le travail, c'est aussi une des promesses de la révolution
industrielle et autres. Keynes disait aussi au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en fait, avec les gains de productivité qu'on aura grâce aux machines, on va pouvoir travailler plus que, je sais plus, mais je crois 4 heures par jour ou plus. Et puis, comme tu disais, au final, c'est pas le cas pour plein de raisons qu'on a, mais c'est vrai que techniquement, on fait beaucoup plus avec beaucoup moins. Le fameux tracteur qu'on disait, voilà, on a peut-être besoin de moins de monde. Mais moi, je trouve aussi, on a vécu en tant qu'entreprise, en tant que salarié, plein de révolutions technologiques. À chaque fois, c'était pour au final dire, non, on va vous demander plus. L'arrivée des smartphones, maintenant, on doit être beaucoup plus disponible et autres, alors qu'on pourrait l'être un peu moins. Je pense que l'arrivée de l'IA, et c'est mon souhait, mais c'est de se dire, on pourrait envisager de passer plus de temps avec les enfants, en tout cas d'accompagner ça, et je pense qu'on pourrait être plus productif. Et je pense, alors là c'est mon côté, mais je parle du côté culture d'entreprise, les entreprises qui permettront ça à leurs employés seront celles qui iront plus loin. Et c'est vrai que moi j'ai mon petit côté laboratoire avec les entreprises que j'accompagne. Après j'ai un biais énorme parce que souvent celles qui ont envie de former leurs employés font appel à moi. Celles qui veulent vraiment de la tech pure et dure et qui me disent voilà on va virer des gens, elles font pas appel à moi. Donc j'ai peut-être une vision un peu biaisée de ça. Mais en tout cas, je vois, c'est que certaines, comme on le disait aussi en préambule, mais elles ont cette volonté de pouvoir avoir plus de mal pour les gens. Et des gens, Loïco est un excellent exemple de ça. S'ils ont un meilleur équilibre de vie, ils vont être plus productifs, il y a des meilleures choses qui vont arriver. Et finalement, ça peut être un cercle vertueux et on peut peut-être venir à ça. Voilà. Mais à nous de bien faire les choses, aux entreprises de bien faire les choses, mais on peut arriver à ça. Est-ce que tu penses qu'on arrivera plutôt vers Her, vers Terminator, vers intelligence artificielle, vers iRobot ou Matrix? Quel est le moins pire voilà, quel est le moins pire de tout ça? Her, c'est assez intéressant parce que Her, c'est déjà le cas à mon avis. Il y a sûrement déjà quelqu'un. C'est drôle, on discutait aussi avec se marier avec ChatGPT. Oui. Je suis sûr que c'est déjà. D'ailleurs, il y a aussi, alors, je sais pas s'il y a un site qui répertorie ça, mais il y a aussi avec Black Mirror aussi, dire finalement les épisodes, voilà, genre un peu la checklist et on voit qu'il y en a de plus en plus. Typiquement, il y a un épisode, c'était une personne qui a repris tous les SMS de son ex ou d'une personne qui était décédée, je crois. Dans un accident de voiture. Voilà, exactement. Et du coup, qui lui, du coup, ça pourrait prendre la personnalité qui est un peu comme Her et tout. Ça arrive. Ça, c'est faisable. Ça, honnêtement, en tout cas sur le chatbot ou sur la voix, c'est faisable déjà. Ouais, exactement. Et je crois qu'à la fin de l'épisode, il revient en fait en forme de robot. Là, tu peux déjà avec des personnes connues sur ChatGPT quand tu lui dis pense comme X, Y, Z. Des fois, t'es là. Wow, c'est assez flippant. Alors, tu peux pas le faire sur n'importe qui, mais tu pourrais théoriquement. Mais il y a la question, est-ce que, c'est pareil, c'est des questions philosophiques, etc. Mais tu vois, de pouvoir parler à tes arrière-petits-enfants, à dans 5 générations, en fait, si toi tu enregistres qui t'es, tout ce que tu fais aujourd'hui sur un avatar, en fait, ils pourront te parler. Clairement. C'est assez dingue. Mais c'est vrai que quand tu parles justement de Terminator ou autre, je pense que c'est tous des scénarios possibles. Enfin, indépendamment, dès qu'on est dans c'est possible. Il est envisageable qu'à un moment, il y ait une IA, elle prenne le contrôle. Puis voilà, je vais résoudre la malaria, j'ai compris, en fait, il faut éradiquer l'humanité. C'est des vraies questions à se poser. C'est ce qu'on appelle l'intelligence, AGI, intelligence artificielle générale, qui a justement cette capacité de penser, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Mais on dit, le jour où ça peut aller très vite. Donc il y a ce côté-là. Mais il y a effectivement, comme tu dis aussi, on peut s'enregistrer pour nos petits-enfants. Je sais que, ou arrière-petits-enfants, par exemple au Japon, où il y a ce problème démographique, où il y a justement beaucoup de personnes âgées qui sont seules, alors qu'il y avait déjà avant aussi ces fameux robots, ces petits chiens ou ces petits chats, et puis ils ont ce côté-là, là ils sont en train de faire justement avec l'intelligence artificielle, qui puissent interagir justement avec un chatbot et autres, pour avoir ce lien social et tout. Après de nouveau, qu'est-ce que ça évoque? Est-ce que c'est triste? Est-ce que finalement, mais c'est triste de ne pas avoir, donc à minima, d'avoir ça. On va dire c'est qu'il y a des réponses technologiques qui viennent de plus en plus fortes à des besoins qu'on a là. Et puis après avoir... C'est vrai que le film Her, il revient assez souvent aussi dans les formations. Parce que ça, c'est un truc qu'on nous touche du doigt, en fait. Il y a une personne qui m'avait dit, sans jugement, elle le disait aussi avec second degré, elle me disait mais moi ChatGPT c'est mon meilleur ami. Des fois je me dis ça l'autre jour. Je le vois comme un sparring partner. Je sais pas, mais c'est juste que je passe beaucoup de temps avec en fait. Quand tu réfléchis ou tu es là, tu poses alors chaque fois j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un avec qui je parle, mais je passe beaucoup de temps avec parce que je fais des réflexions avec. Tu vois, c'est pas juste donne-moi ça, c'est je donne quelque chose, réponds non mais ça bof, qu'est-ce que t'en penses? Puis tu vois, même une réflexion par rapport, comme je disais, pour moi c'est quelqu'un d'intelligent qui est dans ma poche, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que ça et ça. Ah, ok, d'accord. C'est une réflexion en plus. En fait. Et je pense que c'est
la meilleure manière de l'utiliser. En fait, c'est là où c'est le mieux optimisé. Alors, de nouveau, il faut faire attention de ne pas faire d'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'en fait, il fait bien semblant. Pourquoi ? Parce qu'il est entraîné sur des données humaines, donc il arrive à bien faire semblant d'être humain. Donc, il faut faire bien la distinction. Mais une fois qu'on a bien fait la distinction, la meilleure manière d'interagir avec, c'est en mode conversationnel. Et comme tu dis, c'est « Ah, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que tu en penses ?» En fait, c'est paradoxal, c'est qu'on a cette idée d'un truc ultra neutre et tout, mais en fait, il est entraîné sur des conversations humaines. Une grande partie. Donc en fait, c'est là où il va être le meilleur. Et comme tu as cité, je ne sais pas si ça a été entendu, mais d'utiliser comme un sparring partner, c'est la meilleure utilisation qu'on a. Justement, avec Logitech, on avait fait aussi pour le côté brainstorming. C'était utilisé avec l'équipe créative. On disait, ben voilà, en mode sparring partner. Et c'est là où on a les choses les plus intéressantes. Et c'est là où on est aussi en co-création. Parce que du coup, on infuse. C'est vrai que quand je parlais le fait de. J'avais dû rédiger un article, j'ai dit je m'étais auto-interviewé, peut-être pour revenir un peu plus dans le détail. En fait, de nouveau, j'ai pas beaucoup de temps. J'avais les idées, mais je sais pas comment les. Enfin, si j'ai dû me mettre devant l'ordi, puis pour les faire, ça m'aurait pris, je pense, voilà, 2 heures. Voilà, ça m'aurait pris 2 heures. Là, j'avais littéralement 45 minutes, mais 30 minutes. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, ben voilà, tu es un journaliste et tout. Je lui ai fait, fais-moi 20 questions pertinentes dans le sujet en question. En lien avec l'IA, les 20 étaient hyper pertinentes. Par exemple, quand je parlais du côté de gestion des talents IA, ça c'est ChatGPT qui m'a trouvé. Et je dis, ah ouais, ça c'est pas bête et tout. Et du coup, j'ai dit, maintenant tu vas me poser les questions. Je répondu en vocal. Donc je vais pas donner une voix, mais c'est moi qui répondais au vocal. Ça m'a fait un peu toute la transcription de ce que j'ai dit. J'ai dit, ok, tu as cette matière, maintenant fais-moi un article de tant ou tant de mots. Et du coup, je l'ai édité. C'est-à-dire que je n'ai pas repris tel quel, loin de là, mais j'avais ma base. Et là, en 30 minutes, c'est beaucoup plus facile que de partir de zéro. Et au final, c'est le niveau qualitatif. Je pense que si j'avais été devant ma feuille blanche, j'aurais le même niveau de qualité. Par contre, ce n'est pas un truc en 5 minutes. C'est 30. Et si j'ai le temps, j'aurais dû faire en 1 heure, je pense. C'est pas 2 heures, c'est pas 5 minutes, mais c'est 45 minutes. Et surtout, et c'est là aussi où je parlais de charge mentale, de savoir, et c'est là où c'est difficilement quantifiable, mais de savoir que tu arrives à faire quelque chose d'acceptable en 30 minutes ou 1 heure au lieu de 2 heures, 4 heures, ça te prend moins la tête aussi. Il y avait un exemple avec mon associé qui devait, sans rentrer dans le détail, mais il avait fait un document en format, c'était quoi, en format PowerPoint, puis après il devait le faire en format Word et autres, c'est un truc qui lui prenait genre 3 jours de travail. Du coup, on a regardé ensemble, puis c'est clairement, on passe d'un état à un autre. 3 jours de travail, on a pu le faire grâce à Copilot, on a pu le faire en une demi-journée. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un truc un peu élaboré. Et pendant cette semaine-là, en fait, on avait des séances ensemble un peu stratégiques autour de lancement de l'agence. Et en fait, il n'aurait pas pu être là physiquement. Mais même, il a pu être là. On a fait le matin notre séance, puis l'après-midi, il a pu finaliser. Il était aussi mentalement libre en fait. Donc, et ça, c'est pas quantifiable. Mais aussi d'avoir ce côté-là, moi, en fait, c'est un des trucs sur lesquels je vais, c'est de se dire, sortir les choses qui m'embêtent de mon cerveau, en fait. Et on parlait du côté qualité de vie et tout. Il y a plein de choses qui me prenaient la tête, me prennent moins la tête grâce à ça. Et c'est peut-être quelque chose, en tout cas, à titre personnel, vers lequel on pourrait tendre avec l'IA. Complètement. On pourrait ah oui, là, encore moi, tant que vous m'arrêtez ah pas. Non, j'ai encore plein de trucs en tête, mais je regarde l'heure et je me dis qu'on fera une V2. On fera la V2 parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses. On n'a pas vu la moitié, j'ai envie de dire. Mathieu, dernière question qui sort un peu de tout cet univers d'une certaine manière, mais qu'est-ce qu'il faut selon toi pour avoir une belle vie ? C'est une question que je me pose. Pour y répondre sans prendre trop de temps, c'est une question que je me suis posée maintenant aussi versus où je parlais manque de sens il y a encore quelques années, un peu faire le bilan de tout ça. Je trouve que j'ai une belle vie là, maintenant, et c'est pas que grâce à l'IA et tout, parce que du coup, voilà, là je me suis associé avec mon meilleur ami pour fonder une société, donc on se voit hyper souvent, on peut être hyper réactif sur beaucoup de choses. J'ai réussi à garder, même si c'est pas toujours facile, quand même du temps pour mes enfants aussi. En plus, c'est des âges, je ne sais pas quel âge on les tient, mais voilà, ça demande beaucoup. Et puis, on voit que ça passe super vite. Et puis, on peut se dire, là, je suis en plein dans le... si je ne l'avais pas fait, j'aurais regretté, même si j'avais lancé la boîte. Donc, j'ai essayé de garder cet équilibre. Et je pense que ce côté alignement, en fait, à titre personnel, c'est d'être aligné avec ce qu'on est et ce qu'on fait. Et puis, si on a eu cette question il y a 3 ans, je n'étais pas aligné. Puis, je ne vais pas dire que j'étais malheureux. Mais j'étais vraiment, il y a quelque chose qui me manquait. Et puis d'avoir un peu suivi mon instinct et puis d'avoir suivi ça. Et je dis pas que c'est facile, hein. Mais je pense d'avoir, là, je pense maintenant j'ai une belle vie. Puis je suis heureux des décisions que j'ai prises et je suis heureux d'avoir suivi mon instinct.
Et des fois, c'est plus difficile. Mais en tout cas, pour l'avoir fait, là, ça fait 2 ans que je ne fais que ça. Je pense qu'il y a vraiment des belles choses qui sortent de ça. Super. Merci beaucoup pour ton temps. En tout Merci cas, à vous c'était un plaisir deux. de t'avoir. Ah, Et à très bientôt Ah pour oui, à bientôt. la version 2. Pour la version 2, parce qu'on a encore plein de choses Il y à a trop de discuter. trucs encore. Mais merci en tout cas pour tout ce que tu fais, c'est top. Je pense qu'on a vraiment besoin de ça aujourd'hui dans l'ère dans laquelle on vit, d'éduquer, de mieux comprendre, d'aider les entreprises. Donc merci beaucoup pour ça. merci à vous deux, puis à bientôt.